Tac, voilà. Donc c'est bon, tu t'es essuyé? Parce que je crois que tu te branlais quand j'ai lancé le... Mais merde, ta gueule, ça fallait pas le dire. Tu fais Bonsoir! chier. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, ça faisait longtemps? Oui, trop longtemps, hein, n'est-ce pas? Ouais, non mais trop longtemps c'est ma faute. C'est-à-dire que je me suis dit il faut que je refasse Fallout 3 avant d'en parler, puis après genre Mhm. une quarantaine d'heures, je me suis un petit peu... peut-être pas une quarantaine d'heures, on va dire après une trentaine d'heures, j'ai commencé d'autres trucs et j'ai pas eu la foi de retourner dedans. Mais bon, c'est un jeu que j'ai fini Ah, plusieurs c'est fois. vrai, c'est vrai. Monsieur préférait jouer à Peter Pan. Oui, non mais d'accord. Mais je choisis des jeux de qualité, excusez-moi. Mais c'est vrai que Alors, bon, on aura peut-être pas la même définition du mot qualité, mais bon, c'est pas grave. en vrai, tu sais quoi? Je vais défendre le jeu Peter Pan, il est de bonne qualité, et je trouve que par contre, c'est vrai que pour un jeu pour enfants, je pense que j'aurais été enfant, j'en aurais un petit peu chié. Mais il est chouette, je trouve qu'il est chouette. Après, voilà, faut aimer Peter Pan, moi je. Rien à branler de Peter Pan, mais bon, allez, Voilà. on a commencé, on a commencé. Par contre, j'annonce, hein, prochaine Oui. vidéo qui va arriver sur la chaîne, Yas, je vais lui faire jouer à Doom 1. Voilà. Ce sera pas un Ah. playthrough, ce sera juste un let's play, mais voilà. Ah. Mais bref, on est là pour parler de Fallout 3. On va essayer de pas faire 3 ou 4 heures de podcast. Déjà, je suis un petit peu pressé. Enfin, je suis pressé, oui et non. Mais on va dire que si on pouvait finir. Là, il est 19h, si on pouvait finir vers 21h, ça serait bien. Genre, un petit 2 heures, je pense que c'est pas mal. Bon, je sais qu'on peut s'étendre des siècles et des siècles, mais bon, vous savez, il existe déjà des milliards de vidéos qui parlent de ça. Et on en parlait justement, tu voulais faire un petit erratum par rapport à un truc que tu avais dit Oui, dans alors la Fallout. dernière fois, j'avais conseillé Epic Teaching of History qui avait fait une vidéo sur Fallout. Et j'avais dit Alter Is. Et là, c'est my bad, c'est moi qui ai fait une erreur. J'ai confondu Alter Is et la chaîne de Candy Goldo. Et Candy Goldo, lui, c'est un féru de Fallout. Lui, vous avez une question sur le lore de Fallout, vous allez chercher sur sa chaîne, vous allez trouver la réponse. C'est vrai. Parce que, en fait, bah, l'intégralité de sa chaîne parle de Fallout. Ah oui, et puis même Donc, sa photo de profil, c'est sa tête, mais en version Volboy, quoi. Donc, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. donc voilà. Euh, voilà, donc je tenais quand même à rectifier le tir, my bad, c'est moi Ah, qui ai fait une mais erreur. vous êtes un homme droit, vous êtes un homme carré, monsieur Lios. Vous aimez les Voilà, choses bien faites. c'est ça. L'amour, finalement, déjà de la patrie, et surtout, et plus important encore, l'amour de l'artisanat et des choses. Je ne sais pas ce que je dis. Alors, on va. Ouais, j'aime bien les choses faites à la main. Ah ouais, bah ça, tout le monde aime. Alors, on va du coup parler aujourd'hui de Fallout 3, troisième opus, troisième épisode. Alors, il y aura 5 épisodes à cette série de podcasts, je sais pas si je l'ai dit dans le dernier podcast. On va faire Fallout 1, c'est fait, Fallout 2, c'est fait, on va faire Fallout 3, Fallout New Vegas et Fallout 4. Pour ce qui est de 76, peut-être qu'on s'y intéressera, Yos et moi, et qu'on y jouera un petit peu. Pour l'instant, j'ai pas mal de choses de prévues, donc je vous avoue peut-être pas tout de suite maintenant. Mais en tout cas, voilà, c'est les 5 épisodes, on va dire, majeurs principaux de la franchise. On a déjà vite fait parler des autres. On pourra faire une petite parenthèse à la fin de Fallout 4 si vous voulez, mais dans l'ensemble, on va vraiment s'intéresser sur les 5 épisodes vraiment Ouais. principaux, bien RPG, bien, Mm. bien droit, bien carré. Alors, Fallout 3 est sorti en 2008, je crois. Si je ne dis pas de Euh, sottises. On va ouvrir le wiki pendant oui, qu'on parle. voilà. Tu m'as dit que c'était ton Fallout préféré, mais t'as joué à Fallout New Vegas, et du coup, t'as peut-être changé d'avis. Ouais, j'ai changé d'avis. 28 octobre 2008, c'est ça. C'est donc un jeu de rôle, encore une fois. Cette fois-ci, il est développé par Bethesda, non plus par Interplay. Alors, je crois que Bethesda, en fait, le Fallout 3 de Interplay devait s'appeler Van Buren. Et comme Bethesda possédait les droits sur la licence Fallout, et qu'ils ont laissé les droits à Interplay, ils leur ont dit ok, vous pouvez faire un Fallout, mais il faut plus que ça s'appelle Fallout parce qu'on va confondre vos Fallout avec nos Fallout, ce qui est complètement débile. Et comme dans le monde de la justice, c'est pas toujours les gentils qui gagnent, il s'avère qu'à coup de procès, parce que Bethesda c'est quand même des belles putes à procès, et ben ils ont gagné leur procès, et au final Ouais. Interplay, comme nombreux studios, ils ont fini par fermer, et la plupart des employés ils ont été rachetés, on va dire, par des studios qui appartiennent à Bethesda, un peu à Satan finalement. Mais malgré tout ça, ça reste un jeu qui est rigolo. C'est pas mon préféré de la franchise, loin de là. Mais bon, bah, j'ai pas, comme je vous l'ai dit en introduction, je l'ai pas terminé cette fois-ci, mais j'ai quand même passé pas mal de temps et je me rends compte que c'est assez chronophage et on voit pas les heures passer sur Fallout. Alors la Mec, différence à partir des Fallout 3
et ceux qui suivent, c'est que contrairement aux deux premiers qui étaient en vue isométrique, 2D isométrique, là on est sur de la 3D vue FPS. Ce ne sont pas des FPS, attention. Le 4 a un petit côté vraiment FPS, mais ce ne sont pas des FPS. Si vous êtes nul en arme à feu et que vous tirez dans la tête, ça ne fera rien quasiment. C'est le point de vue qui est en FPS. Alors on peut passer en troisième personne, mais on va dire que tout le monde joue en FPS, c'est quand même plus facile. Bah c'est ça, tu voulais jouer. Alors c'est à partir de ces épisodes où tu veux jouer comme dans un FPS, tu peux. Tu veux jouer comme dans un TPS, tu peux. Tu veux jouer, on va dire, à l'ancienne manière des Fallout, c'est-à-dire en utilisant des points d'action pour attaquer, tu peux. Alors tu peux, oui, effectivement, il y a le VATS qui fait son retour, là ça met le jeu sur pause et on choisit le corps les parties du corps de la créature ou de la personne qu'on veut viser, et ça va dépenser du coup les fameux points d'action qu'on a. Moi je m'en sers quasiment jamais, je vais être tout à fait sincère, je m'en sers quasiment jamais. Je m'en sers au début, pour affaiblir les bras, pour faire lâcher les armes quand c'est des humains en face de moi, et puis après quand t'as gagné certains niveaux, moi j'ai joué des deux manières, c'est-à-dire full Zvaz et full FPS. Et full FPS. Alors par contre Fallout 3, il y a une vue FPS, mais c'est pas très ergonomique pour jouer en mode full FPS. T'as pas la visée avec la réticule, avec le viseur. Oui. T'as juste un espèce de zoom. Le gameplay en FPS est justement, malheureusement, un des points faibles du jeu. C'est Serious Sam en fait. Globalement, t'appuies sur clic gauche pour tirer, quoi. C'est vraiment comme dans Serious Sam, y a pas de subtilité ou de machin comme ça. Et après, ça va être tes stats qui jouent, quoi. Si t'as 10 points en arme à feu, t'es nul à chier, quoi. Et la furtivité aussi, qui est complètement craquée. Alors, je n'y arrive pas. Furtivité avec les Fallout 3D, mais aucun. Hein. Aucun des trois. Ah, 3D, moi je peux te dire que c'est totalement craqué. D'accord. Ok. Tu termines un combat avant même qu'il ait commencé. Hein. Ok. Je sais que quand t'as le Stat Boy qui te permet de devenir invisible, qui était déjà présent, je crois, dans Fallout 1, là, effectivement, la discrétion, tu t'accroupis, c'est bon. Mais quand t'as pas le Stat Boy, même quand t'as 100 en discrétion, j'ai beau être accroupi, je me fais choper tout le temps. C'est pas comme dans Skyrim où tu t'accroupis, tu te vois plus, quoi. Il y a aussi le poids de l'armure qui y joue. D'accord. Ah oui, donc si t'as une armure légère, on te... Voilà, si t'as une armure légère, tu vas faire beaucoup moins de bruit. Ok. Effectivement, l'armure, il joue pour pas mal, mais moi je me souviens de Fallout 3, j'avais une armure assistée, mais en montant... alors, il y a aussi ta stat principale qui y joue. Hein. Ouais. Mais avec une stat de furtivité à 100, en fait, je sais pas, il y a un gap dans ce Fallout où tu penches d'un côté avec des ennemis totalement omniscients. T'as marché 3 mètres, les mecs ils savent où tu es actuellement, ils savent ce que tu fais, ce que t'as bouffé au petit déjeuner. Les combats sont très fréquents. On disait que dans Fallout 2 on se faisait attaquer toutes les 2 secondes, mais dans Fallout 2, bon, du coup ça te sort de l'écran de carte et t'as un combat et c'est du tour par tour. Là c'est en direct, c'est-à-dire que tu marches 3 pas, il y a un mec qui t'attaque, tu le défonces. Donc c'est plus rapide, mais c'est vrai que tu peux pas faire 5 mètres sans te faire attaquer ou qu'il y a un PNJ qui vienne te parler, quoi. Et tu peux passer d'une discrétion à 100 points où là tu vas te taper des mecs qui sont totalement aveugles, ils passent devant toi, il suffit que tu sois un tant soit peu à l'ombre, les mecs ne te voient pas. Bah c'est ça qui est bizarre, parce que dans ce que tu dis et dans la vidéo du joueur du grenier sur Fallout 3, c'est pareil, il disait que quand tu te penches, il te voit pas. Moi perso, putain, je n'y arrive pas, je dois pas comprendre le système, mais je me fais repérer à chaque fois dans les Fallout. Dans Skyrim, tu peux en étant accroupi, c'est bon. Mais dans Fallout, je ne sais pas. Même New Vegas, j'ai essayé discrétion, je n'y arrive pas. Moi pourtant... Bon, moi c'est un type de gameplay que je fais assez souvent et non, franchement les mecs, je te dis, une fois que t'as une stat de furtivité qui est assez bonne, les mecs ne te voient plus du tout. Alors du coup les stats, on va parler des stats, c'est un peu lié à l'histoire, donc on va aussi un peu introduire l'histoire, mais au niveau des stats sur Fallout, c'est globalement les mêmes compétences et le même système de spécial qu'on avait dans les Fallout précédents. À part que vu que c'est en vue FPS, ça va changer
mécaniques de gameplay au niveau de la précision des armes par exemple, et trucs comme ça. On a plus de la distance par exemple à laquelle on peut toucher les ennemis, elle est un peu plus facile à envisager vu que là on est en vue FPS, donc on voit à peu près la distance qui nous sépare de l'ennemi. C'est ça. Mais globalement c'est les mêmes stats, on a toujours le système de spécial avec force, intelligence, machin, mes couilles. On va pas revenir là-dessus, hein. Regardez les 2 épisodes précédents. Et on a toutes les statistiques, donc armes légères, armes lourdes. Il y en a peut-être moins, je crois. Je crois qu'il y en a moins. Il n'y a pas jeu d'argent, par exemple. Alors. Dans New Vegas, il y a jeu d'argent, mais dans le 3, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Il y a le troc. Mais Troc, ouais, y a voilà, pas. troc. Ouais, il y a le troc. Mais il y a le. Ouais, enfin, c'est exactement les mêmes stats qu'on a sur le 2, à part que, oui, effectivement, il n'y a plus cette histoire de jeu d'argent. Alors, c'est les mêmes stats, mais elles sont liées à l'histoire. Je vais te laisser introduire l'histoire, parce que pour le coup, moi, je suis allé vraiment... Tu veux que je te dise où je me suis arrêté dans la campagne principale? J'ai fait 40 heures de trucs secondaires. Au lieu d'aller en direction de Megaton, je suis allé dans l'autre direction opposée, j'ai fait plein de trucs. Je m'en suis arrêté à... Il faut aller à Rivet City. Voilà, je suis pas allé plus loin que ça dans l'histoire principale, et pourtant j'ai joué 40 heures et je me suis amusé. Et j'ai fait 2 DLC. Voilà, c'est pour te dire. Donc au niveau de l'histoire principale, je suis pas sûr tout à fait de l'ordre, je vais pas dire de conneries, donc je vais te laisser introduire au moins Alors, tout simplement, en fait, au début du jeu, en fait, on va jouer littéralement l'enfance de notre personnage, parce qu'on va être un enfant de l'abri, 101. un enfant de l'abri 101. Littéralement, on va en fait, on va se voir naître. C'est ça. On va sortir de la chatoune à maman. C'est ça. On va sortir du minou de maman. Ça va faire... On va voir la gueule à papa. Et d'ailleurs, faut savoir que maman ne survivra pas à notre accouchement. Exactement. Parce qu'on a une grosse tête et qu'on lui a déchiré les grandes lèvres, si j'ose dire. Oui, non, c'est pas précisé, mais c'est comme ça que je l'explique. Ok. Du coup, on va vivre notre enfance dans l'abri 101. On va faire la connaissance de notre papa. On va faire la connaissance de Jonah. Amata. On va faire la connaissance d'Amata. On va faire connaissance aussi... Serpents des tunnels. Des serpents des tunnels, qui est une sorte de gang. Ouais, c'est 3 glandus, hein. C'est 3 glandus. Oui, c'est 3 glandus dans le... Dans l'abri 101, quoi. Et donc, on va suivre notre premier cours, comme pour nous dire comme quoi on est spécial. Exactement. C'est sous forme de... c'est le GOAT, ça s'appelle. C'est ça. C'est un examen. GOAT, c'est un examen, un questionnaire. Et en fait, c'est en répondant à ce questionnaire qu'on va, en fait, vouloir nous donner, en fait, nos spécifications. C'est un peu l'équivalent du bac. En gros, en termes d'histoire, il t'explique que c'est des mises en situation avec des réponses rigolotes. Les gens vont répondre et selon leurs réponses, on va leur attribuer un rôle dans l'abri. Donc ça peut être le mec qui passe le balai à médecin. Un peu comme ces questionnaires à la con que vous retrouvez sur internet. Ah ouais, ou quand vous allez chez le conseiller d'orientation et qui vous fait aller sur, sur le site pour faire même sur n'importe quel site douteux qui veut te dire quel métier est fait pour toi. Tiens, regarde, avec Hogwarts Legacy, il y a eu des tonnes de questionnaires. Quelle maison est fait pour toi. C'est ça, ouais. Voilà, c'est ce genre de questionnaire débile. Avec des questions qui sont rigolotes, cela dit. Il y a des questions et des réponses qui sont rigolotes. Ouais, non, mais en gros, Fallout 3 est un peu le précurseur. Voilà, on disait que c'était beaucoup plus goofy, beaucoup plus drôle à partir de Fallout 2. Fallout 3, c'est quasiment que des vannes. Hein. Même la quête principale, il y a que la quête principale qui se prend au sérieux et tout le reste, c'est des vannes en fait. Et alors moi, personnellement, comme ça faisait, c'est peut-être la 4e ou 5e fois que je recommençais le jeu, j'ai eu la flemme de refaire le questionnaire parce que je connaissais toutes les vannes par cœur. Avec une compétence en dialogue, tu peux persuader le prof de te skipper l'examen. Oui. Et du coup, c'est toi qui remplis ta fiche de perso. C'est ça. Mais de toute façon, il me semble que même en terminant le questionnaire, de toute façon, à la fin, tu peux choisir de garder le questionnaire. Oui, c'est ça. Ou d'orienter ensuite tes compétences comme tu veux. C'est ça. Alors, je tiens juste à dire un truc que je disais dans Fallout 1, la vidéo sur Fallout 1. Je disais que pour moi, un vrai RPG, c'est un jeu où, quand t'as terminé le jeu, t'as que 2 ou 3 compétences maximum de maxer et que tout le reste tu l'as pas augmenté parce qu'en fait tu veux orienter ton gameplay dans une direction en particulier. Ouais. Là je tiens à dire qu'après 30 heures et après avoir fait 2 DLC, j'étais niveau 23 je crois,
j'avais maxé la moitié de ma fiche de perso. Pour moi, ça, c'est pas vraiment un RPG, c'est du RPG soft. Pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Mais C'est ça. C'est qu'à la fin, enfin, il y a en optimisant, je dis bien, je pars bien sur le fait d'optimiser. En optimisant, il y a moyen d'avoir absolument toutes ces compétences à fond. Ouais. Moi, par exemple, Fallout New Vegas, je n'ai pas cherché pourtant à optimiser. Et pourtant, sur Fallout New Vegas, j'avais absolument toutes mes compétences secondaires à 100. Je crois que tu peux être niveau 40 dans New Vegas quand t'as tout fini, donc ça aide aussi. Je crois que c'est même plus, je crois que c'est niveau 50. Ouais, ou C'est c'est 50, ouais. 50, c'est 50 pour New Vegas et c'est 30 pour Fallout 3. Alors ouais, moi j'ai Fallout 3, donc j'ai pris l'édition avec toutes les extensions, l'édition de GOTY. Quand t'as le jeu de base, c'est juste jusqu'au niveau 20. Et après, t'as 4 extensions, il y en a une, c'est celle qui est une continuation de l'histoire principale, elle te rajoute 10 niveaux avec des nouvelles compétenences et des nouveaux trucs. Avec des compétences complètement craquées, mais... Oui, voilà. Hein, ça n'a aucun sens, mais c'est marrant. Ouais, Fallout 3, c'est vraiment... et puis je disais aussi, Fallout 3, c'est vrai que on se moquait de ça dans le premier où on te dit d'aller où tu veux sur la map et on te dit pas exactement où aller. Fallout 3, t'as la... Si vous avez joué à Skyrim ou n'importe quel Elder Scrolls, vous savez, vous avez la... En haut, vous avez la direction nord, sud, la boussole. Et vous avez plein de logos qui s'affichent, allez là, allez ici, allez là. Et puis on peut se téléporter directement en ouvrant le Pip-Boy et ouvrir la map. Donc c'est un truc à point d'intérêt avec des donjons à terminer. Et c'est un de ces jeux en monde ouvert qui... Après, je m'en lasse pas trop dans Fallout 3, j'en parle assez mal, mais dans Fallout 3, je trouve que ça passe plutôt bien, on va dire. Même si je trouve que ça va un peu trop dans l'excès avec ça, il y a des donjons qui servent à rien, mais... déjà, oui, il y a des zones qui servent à rien, mais c'était déjà une critique qui était faite à l'époque, hein, de toute façon. Mais le pire, c'est que Obsidian, ceux qui ont fait New Vegas, sont partis dans le même délire. Ah, ils sont partis dans le même délire. Ils sont partis dans le même délire, mais il y a quelques petites différences. C'est que dans Fallout 3, t'as plein d'endroits à aller visiter. On te les indique pas forcément sur la map et tu tombes dessus au hasard, on va dire. Tu tombes dessus au hasard. Tu peux passer totalement à côté. Hein. Et tu peux passer à côté de quêtes incroyables. Genre moi, il y a une quête secondaire. Je vais en parler maintenant. Moi, je propose qu'on parle de la quête principale et qu'après on parle des extensions, ou avant de parler des extensions, qu'on parle de quêtes secondaires qui nous ont marqué. Mais il y en a une qui m'a marqué avec une forêt, ce qui est très surprenant dans l'univers de Fallout de voir des arbres. Et cette quête-là, je ne l'avais pas trouvée sur mes 3 ou 4 premiers playthroughs. Je l'ai trouvée vraiment par hasard. Alors que dans New Vegas, quand il y a un endroit intéressant, tu peux tomber sur 4 ou 5 PNJ aux 4 coins de la map qui vont mentionner cet endroit parce qu'ils ont tous un intérêt commun avec cet endroit et des fois tu peux rendre la quête à un de ces 5 PNJ. Il y a un abri un peu verdoyant aussi dans New Vegas et celui-là t'as beaucoup plus de chances de le trouver parce que plein de gens s'y intéressent, parce que les gens dans l'univers de Fallout s'y intéressent. Et du coup c'est un peu plus intelligent de la part d'Obsidian parce que du coup les choses qui se sont fait chier à développer, qui sont intéressantes et qui sortent du lot, ils te les mettent en avant. Mais... Voilà. Ouais, il y a quand même, même dans New Vegas, hein, tu peux passer à côté d'endroits. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que sur Fallout 3, il y a pas mal de lieux où tu peux totalement passer à côté, alors que tu as des quêtes secondaires qui sont effectivement très sympathiques. Très cool, ouais. Très drôle aussi, ouais. Et par contre, les PNJ qui parlent de ces lieux en question, mais t'en as peut-être que un ou deux, ou voire il n'y a que la radio qui en parle. Ouais, et encore. Il est à côté des fois le PNJ en plus, il est pas loin. En plus. Ouais. Bah, la forêt, c'est un PNJ qui disait qu'il s'y rendait, il était juste à côté, quoi. Mais voilà, on va pas trop parler sur New Vegas, mais voilà. Moi, je propose, on continue sur la quête principale, on en parle. Après, on fait un petit débrief des endroits ou des quêtes secondaires qui nous ont intéressés. On va donner 2-3 exemples chacun et en parler un petit peu. Et puis après, on parlera des extensions. Sachant que là, pour les extensions, c'est un peu mitigé au niveau des souvenirs parce que j'ai pas tout refait, comme je vous l'explique. Mais je devrais avoir de quoi quand même dire des choses. Okay. Je sais laquelle est ma préférée, laquelle j'aime le moins, en tout cas. Je pense qu'on a la même qu'on aime le moins. Mais... Bon, bref. Pour en revenir à l'histoire principale. Donc, on grandit. Jusqu'au jour où on est adulte. Donc c'est Tabata, ouais. Ouais, Tamata qui vient nous voir. La fille du superviseur. La fille du superviseur qui vient nous voir et pour nous dire qu'il y a eu un gros problème, un gros incident, que Jonah s'est fait tuer. C'est le médecin et c'est l'ami de notre père, parce qu'il y a notre père dans l'abri. Voilà, et que notre père s'est barré de l'abri.
Alors que à la base, bah, on est censé avoir toujours été dans l'abri, etc. Et on apprend qu'en fait, bah, à la base, notre père n'était pas originaire de l'abri. Ok. Voilà. Ah ouais, Euh, parce que du coup, on le disait dans Fallout 2, les abris sont des expériences et la spécificité de pardon, de l'abri 101, c'est qu'on n'est pas censé en sortir. On est dans l'abri, on meurt dans l'abri. Ron Perlman c'est nous le ça, dit dans l'intro. Donc c'est ça. Et donc, ça doit faire des situations de consanguinité du coup au bout d'un moment. Enfin, oui, peut-être, sûrement. C'est pour ça que le fait que notre père soit rentré dans cet abri, bah, on se pose quand même des questions sur l'origine de notre père. moi j'étais pas Questions au qu'on aura. courant. J'étais pas au courant qu'il était pas originaire de l'abri. J'étais au courant qu'il avait déjà fait des sorties de l'abri, mais j'étais pas au courant qu'il Mhm. était pas originaire de l'abri. Ça, Non, tu me l'apprends. il est pas, voilà, il est pas originaire de l'abri. Et donc, dans, bah, dans toute cette histoire, bon, déjà, invasion de rats de cafard à la con, soulèvement avec des gardes qui veulent te taper sur la gueule. À un certain moment, tu as le choix d'aider ou non le groupe le De gang là, Butch. Butch, c'est ouais, donc Butch. Je rappelle tous ces personnages, donc Tamata et Butch. Tamata, c'est un peu notre meilleur ami. Ça peut être notre crush, je crois, un peu, mais ça marche pas. Je crois qu'on la drague, mais elle nous aurait chier. Et ouais, Butch, du coup, c'est le chef du Serpent des Tunnels. Il nous bully, en fait, depuis son enfance, en fait. c'est ça. Après, il est adolescent, on se bat contre lui. Et quand il est adulte, il y a sa mère, qui est un peu une alcoolique, qui se retrouve enfermée avec des rats de cafard dans la chambre. Et il nous dit pitié, pitié, maman, j'ai trop peur. Et là, on peut, encore une fois, choix par les dialogues. Ça, au moins, ils l'ont conservé dans Fallout 3, ça c'est très bien. Ouais, Ça dépend aussi des skills, on va dire, en dialogue. On a soit on va l'aider, soit on lui dit d'aller se faire foutre, et là c'est un retour de karma pour lui. Soit on lui dit, mais t'es quoi, t'es un adulte ou t'es un petit enfant, va aider ta mère. Et du coup, on peut l'encourager à le faire, quoi. c'est ça. Et bref, après tout ça, bah, on décide. Donc, on va se retrouver de toute façon devant la situation suivante, c'est se retrouver en face du superviseur. Et donc, on va avoir le choix entre tuer le superviseur ou le laisser en vie. Alors moi j'ai tué personne en m'évadant de l'abri. Je Mhm. courais sous les balles et les coups, mais j'ai tué absolument personne. Parce que j'ai essayé d'être RP en mode, bah j'ai grandi avec ces gens, je vais pas les tuer, quoi. Bah, moi, je me rappelle que sur la première fois à laquelle, enfin, le premier run que j'ai fait sur le jeu quand j'étais gosse, j'ai tué le superviseur. Oh, c'est Parce que, mérité. oui, voilà, je l'ai tenu responsable de la mort de Jonah. Oui. Jonah qui m'avait offert ma première carabine à plomb. Ah, Ah, et puis pardon. il a un petit peu encouragé les gardes à tirer sur la population, parce qu'à un moment, on voit des gens se faire abattre quand même. Hein. C'est Macron. Alors, Euh, bref. Et bref, enfin bref, dans tous les cas, on va sortir de l'abri 101 et on va essayer de se mettre en route pour retrouver notre père. Alors j'ai une petite anecdote, avant qu'on se parle de sortir de l'abri 101. Le jeu est codé, enfin les PNJ sont codés, que quand les gardes te poursuivent au moment où l'abri s'ouvre, si tu sors et que tu vas dans la grotte, ils arrêtent de te suivre. Ils te regardent et ils te suivent pas. Parce qu'en fait, ils ont pas le droit de sortir de l'abri. C'est un petit détail, voilà. Mais faut quand même le souligner, ils ont codé ça. Ils ont codé que les gardes n'ont pas le droit de franchir la porte et ils le font pas. Et comme ils ont que des armes blanches, du coup, ils peuvent pas te tirer dessus. Ils te font reviens, reviens, et ils peuvent pas sortir. Ça me fait beaucoup rire. Mm, J'ai remarqué ça, du coup, en m'enfuyant en non létal, quoi. c'est ça. Et donc, très vite, de toute façon, en sortant de l'abri, normalement, très vite, tu vas rencontrer des marchands itinérants, tout ça, et qui vont te parler de la ville de Megaton. C'est déjà un premier indice de savoir où on doit aller. En Oui. fait, le jeu est. Il faut bien comprendre une chose sur Fallout 3. On en parlait déjà dans Fallout 1. On peut terminer le jeu très rapidement. Ouais. Sur le 3, je suis Mais pas sûr que par ce contre, soit aussi rapidement, mais. mais sur Fallout 1, il y avait un gros gap de difficulté qui faisait que tu t'en prenais plein la gueule. Le truc, c'est que le scénario de Fallout 3, en droite ligne, ça se fait très rapidement. Oui, il est assez court. Par contre, tu peux pas le faire dans le désordre parce qu'il y a certaines zones, j'ai essayé d'y Mm. rentrer, c'est fermé à clé. Le script te fait que c'est fermé à clé. Oui. C'est-à-dire que tant que t'as pas accompli une certaine quête, tu peux pas accéder à certaines Oui. zones de la campagne principale, ce qui est un peu dommage, mais
Mais c'est vrai qu'ils te font un gros indice de où aller, et de toute façon, tu ouvres ta map, t'as une grosse flèche qui te dit où aller. Donc en fait, tu peux pas te perdre dans Fallout 3, c'est impossible. Mais... Vas-y. Et donc, si on se rend à Megaton, voilà, et qu'on parle au shérif, le shérif, lui, va nous donner directement un gros indice en nous parlant de Rivet City. Un gros indice. Alors je sais pas s'il nous le dit, mais en tout cas je sais que l'information pour débloquer le truc de Rivet City, c'est le barman, le Moriarty. C'est le barman, oui, voilà. Enfin oui, il nous oriente sur le barman. Et le barman, selon si tu rentres dans ses bonnes grâces ou pas, il va te donner l'indice à propos de Rivet City, où tu dois le trouver, il me semble, dans un de ses coffres forts. Un de ses ordi, un de ses coffres forts, où tu demandes à un de ses barman, une de ses putes. Alors, donc effectivement, ça c'est si on va à Megaton. Moi je n'y suis pas allé, je suis allé dans le... En fait, j'ai pas ouvert la map une seule fois, et j'ai joué RP. Dès que je voyais un point d'intérêt au loin, genre une tour ou un truc comme ça qui sortait de l'ordinaire, j'y allais tout droit. Et c'était ma façon de jouer. Je jouais comme un chien qui est attiré par des voitures, ouais. Et du coup, c'était une façon assez intéressante d'aborder le jeu. Parce que du coup, j'ai tout fait dans le désordre, et ça a marché quand même. Tu jouais très RP, hein, tu jouais comme toi, quoi. C'est ça. Voilà. Et alors, Megaton, le shérif, quand tu lui parles, il te dit, mais tu lui demandes pourquoi ça s'appelle Megaton, il dit, bah c'est à cause de ce qu'il y a au milieu du village, en fait. C'est une communauté. Alors, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils ont trouvé une bombe nucléaire qui n'a jamais explosé. Une grosse ogive, bien des familles, bien grosse. Et ils se sont dit, bah tiens, ça fait du chaud, alors on va faire une maison autour, on va faire un village autour avec des débris d'avion. Et du coup, ils ont construit toute une ville autour d'un missile nucléaire. Alors t'as des espèces de mecs chauves de 30 kilos qui sont autour et qui disent « Ah, priez l'atome, irradie-moi de ton amour, machin, voilà. » Et le shérif... de l'atome. C'est ça, c'est une petite guilde très sympa. Et le shérif nous dit, bah, si vous y connaissez en bombe, désamorcez-la, mais sinon évitez d'y toucher, quoi, ça serait pas mal. Et dans le bar de Moriarty, on a un mec dans le coin qui nous dit, bah, vous serez payé si vous la faites exploser. Ça, c'est pour bien vous montrer que le système de karma positif-négatif, ils en sont fiers chez Bethesda. Ils en sont fiers de l'avoir repris, parce que du coup, il est à un point tel que dès le début du jeu, la première ville importante du jeu, la première grosse capitale, peut-être même la capitale de la map, hein, pour moi, enfin c'est en tout cas une des plus grosses villes, peut exploser entièrement avec tous ses habitants. Tu peux irradier et complètement raser une ville de la map. Et il y aura qu'une seule survivante, ce sera la meuf qui t'offre la quête la plus chiante du jeu. Oui, alors je sais plus son nom. Moira, voilà, c'est ça, merci. Elle a une moustache d'ailleurs, elle a sur son skin, pour moi elle a une moustache, elle a un petit duvet, mais c'est peut-être l'ombre qui fait ça. Enfin bref, et à savoir une petite chose, déjà le fait de faire péter ou pas la bombe, de toute façon, vous allez du coup très souvent avoir des rencontres aléatoires et avoir une équipe au cul. À savoir, si vous faites péter Megaton, vous allez avoir les justiciers au cul. Voilà, c'est ça. Et à l'inverse, si vous avez désamorcé la bombe, vous allez avoir la compagnie Talon au cul. Et non pas la compagnie créole, ça n'a aucun rapport, qu'on se mette d'accord. Ça fait un peu penser à la confrérie noire, la compagnie Talon, quoi. C'est des assassins, quoi. C'est des mecs, si t'es gentil, ils veulent te tuer, et les autres, si t'es méchant, c'est des justiciers, ils veulent te tuer, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, à savoir que si t'as pas fait péter Megaton, tu peux aller chez les justiciers, t'inscrire chez eux, et à chaque fois que tu shooteras des mecs méchants, tu récupéreras un doigt ou une oreille, ouais, un truc comme ça. Non, c'est un doigt pour les justiciers, et à l'inverse, si t'as fait péter Megaton, tu peux aller voir la compagnie Talon, t'inscrire chez eux, et à chaque fois que tu tues quelqu'un de bienfaisant, tu récupères une oreille. C'est ça. D'où l'intérêt, et c'est ce que j'ai fait dans ma partie, de jouer le karma neutre, comme ça t'as personne qui veut te tuer. Genre, je me mêlais pas des histoires politiques, ça ne m'intéressait pas. Voilà. Enfin bref, toujours est-il que une fois qu'on a l'information, on se rend à Rivet City. Je me pose une question, si tu fais péter Megaton avant d'avoir parlé à Moriarty. Oui. Qu'est-ce qui se passe ?
Euh... Je vais regarder sur internet, vas-y, continue à raconter, Ouais, parce que alors regarder sur là, pour internet. le coup, je sais pas du tout. Je me demande si à la Tampany Tower. Ouais, je pense que oui, parce que du coup, en fait, le mec, ouais, c'est la petite anecdote de l'archiviste, c'est que le gars qui vous propose de faire exploser Megaton, il travaille pour un autre mec, et ce mec-là, c'est Tenpenny, c'est un riche, c'est un snob, qui vit dans C'est une ça. tour qui a survécu à une explosion où il y a que des riches et des snobs un peu racistes sur les bords, et il dit, bah, j'aime bien le paysage tout plat, désolé, il y a cette espèce de tache de métal moche qui s'appelle Megaton, faites-la exploser. Juste parce que quand il boit son café le matin sur son balcon, il trouve ça moche, donc il te demande de tuer des centaines de personnes. Je trouve ça Voilà, assez drôle. Ça vous fait un portrait du mec, quoi. c'est ça. Et donc, on se rend à Rivet City. Et on va rencontrer, on va fouiller un peu Rivet City à la recherche de notre daddy. Et normalement, si j'ai pas de conneries, on va rencontrer une scientifique qui va nous parler du projet de notre daddy qu'il avait laissé tomber avant de venir à l'abri 101, Le projet qui était le Pureté, projet Pureté. qui n'a aucun rapport, attention, avec le même projet de pureté que nous vendait le président dans Fallout 2, voire même les super mutants dans le premier. Hein. C'est pas ce genre de pureté dont on parle d'une autre pureté. Ni le projet Pureté D'un certain moustachu. Ouais, ouais, non, d'un non. certain moustachu national-socialiste. Aucun Euh, rapport. Voilà, alors non, le projet Pureté dans Fallout 3, c'est vraiment un projet bienfaisant. C'est un projet qui consiste à purifier totalement l'eau de la rivière principale qui est à côté justement de Rivet City parce que on se trouve à Washington DC. Il y a beaucoup d'eau autour, mais l'entièreté de l'eau dans la rivière est irradiée. Et ben, le projet Pureté vise à purifier cette eau pour faire en sorte que l'eau soit gratuite et accessible à tous et que ce soit une eau purifiée. Voilà. Exactement. Je crois que ça va influer, parce que du coup, bah, petit spoiler, mais selon si on décide de le faire ou non à la fin du jeu, je crois que ça influe absolument tout l'eau qu'il y a sur la map, dont l'eau des robinets. Hein. Toute l'eau devient Oui, buvable en fait. c'est ça. Et te soigne du coup. Et donc, on continue d'essayer de chercher notre daddy. Et on va se rendre donc pour aider justement au projet Pureté. On va se rendre à la station d'épuration qui est à côté. Alors, d'ailleurs, attendez, Alors déjà, il y a eu une étape, heureusement je viens de regarder sur internet parce que ça nous a rappelé Ouais, quelque chose, mais déjà, alors, il faut savoir que si on fait péter effectivement le truc, il faudra chercher ailleurs. ouais. Mais, euh, on a oublié une étape avant Rivet City, on a oublié Three Dogs. Ah oui! Parce qu'en fait, donc il y a des radios Oui, dans Fallout oui. Il y a la 3 radio de Free Dog, j'avais oublié ça, tiens. qu'on peut jouer. Alors on a une radio de l'enclave, ils sont de retour. D'ailleurs, c'est vrai que moi j'ai commencé avec Fallout 3, donc je ne sais. Non, j'ai commencé avec New Vegas, mais après quand j'ai fait le 3, je savais pas qui était l'enclave. Et c'est vrai que, Mhm. bon, il y a des musiques patriotiques, et il y a le président Eden, qui arrête pas de faire des discours. Ah, l'Amérique, machin, voilà, il essaie de parler de la grandeur de l'Amérique, il aime pas les parasites. Et on a l'autre radio qui est un peu plus pirate, qui est la radio de Three Dogs, la radio la plus cool, qui passe des musiques super cool avec un DJ super cool, et qui va évoluer en fonction de nos actions. C'est-à-dire que si on fait exploser Megaton, il va en parler à la radio. C'est Et ça. ce Three Dogs, notre père lui a parlé. Il Ouais, faut qu'on aille le voir. Et une fois c'est qu'on va ça. le voir, Et donc, vas-y. et alors, c'est là que on va parler justement un des endroits les plus infâmes de Fallout 3. Eh ben, les métros et les égouts Et de bah Washington d'ici en DC. fait, d'ici ouais. Parce que voilà, DC, on l'a pas dit effectivement, mais si Fallout 1 et 2 se passaient en Californie, en Californie. Fallout 3 c'est Washington, c'est la capitale, les terres désolées de la capitale. Et on va C'est ça. avoir toute une zone qui va représenter, on va dire, les trois quarts de la map. Visualisez, pour ceux qui ont joué à GTA San Andreas, visualisez la map de GTA San Andreas. On commence à Los Santos qui est en bas à droite. Tout le C'est reste, ça. c'est soit du désert, soit Las Vegas, soit Los Santos. Bah, imaginez que Ouais. tout Las Vegas, Los Santos, machin, c'est remplacé par des terres vraiment désolées, avec des terres arides, avec de temps en temps quelques petites localisations comme Megaton. Et en bas à droite, vous avez Los Santos, ce qui représente la Washington DC, où c'est des C'est rues ça. peuplées de super mutants, Mhm.
Et pour passer d'un endroit à l'autre, il faut passer par le métro, et c'est toujours des allers-retours dans les métros, c'est Voilà, super chiant. c'est super chiant et c'est envahi de ghouls et de ghouls Vénère. agressives. Voilà, des ghouls vénères. Euh, Bien qu'il y a 2-3 quêtes secondaires quand même qui sont assez sympas. Ouais, il y a des trucs sympas. C'est-à-dire que Three Dogs, quand on le rencontre, avant qu'il nous dise d'aller à Rivet City, il a besoin, en fait, parce que sa radio, on la capte à quelques endroits de la map. On va dire que les 3 quarts de l'endroit de la map le capte pas, c'est trop loin. C'est pour ça qu'il nous demande d'amplifier sa radio son signal. En allant chercher un satellite dans le musée de Washington, qui est un satellite, je crois, de la sonde qui a atterri sur la Lune, je crois. Ouais, un truc dans le genre, mais pareil, le lieu est si je dis pas de conneries, est rempli de super mutants. C'est ça. Et il nous demande d'aller le foutre en haut du Washington Monument pour que tout le monde puisse bien capter la radio. Et après, il va nous indiquer Rivet City. Je crois qu'on peut tuer Three Dogs, hein, d'ailleurs. Oui. Et d'ailleurs, c'est aussi là qu'on va rencontrer 2 choses étonnantes. Une confrérie de l'acier qui est, ma foi, fort agréable, hein, très gentil. Pas aimable dans le verbe, on va dire, mais en tout cas, gentil dans les intentions. C'est ça. Et surtout, les Behemoth super mutants. Ah oui. Il y en a 4 ou 5 dans le jeu, j'avais lu un truc comme ça. Alors moi, j'en avais rencontré que 3. Je crois qu'il y en a 5. Okay. J'avais regardé, j'ai fait mes recherches, je crois qu'il y en avait 5. Les super mutants, on en avait déjà parlé dans les autres Fallout, c'est Hulk, hein, globalement, avec un cerveau en compote. Et bien il existe la version ultime qui s'appelle le Behemoth, qui fait globalement la taille d'une maison, quoi. Bah, le Behemoth super mutant, c'est un truc qui fait 4 fois ta taille. Peut-être même 10 fois ta taille, hein. Je pense que son pied, je crois, peut t'écraser. Hein. C'est vraiment en termes de taille. Ouais, c'est un truc assez, massif, complètement con, qui est totalement agressif, qui pense qu'à une chose, c'est enculé. Bref. Sachant que le premier combat contre un Behemoth est assez facile, puisqu'en fait, en se rendant chez Three Dogs, on tombe effectivement sur une escouade de la confrérie de l'acier. Et ils sont plutôt lourdement armés, donc du coup on va avancer avec eux au milieu des ruines et on va défoncer un peu tout ce qui bouge jusqu'à tomber sur le Behemoth. Quand on est à 8 sur lui, il a beau être gros et finit par crever, quoi. C'est ça. Et donc, on va faire la quête pour Three Dogs, à savoir ramener son putain d'amplificateur là, de signal, et il va effectivement nous donner le lieu de Rivet City où on va rencontrer la scientifique qui travaille sur le projet Pureté. Alors, veux-tu nous parler un peu de Rivet City ? Eh ben, Rivet City, alors, c'est une théorie, mais... Ouais, moi je la soutiens, cette théorie. Hein, ouais, c'est une théorie, et je la soutiens aussi. Dans Fallout 2, on peut faire repartir un bateau. Un bateau-ville. Oui, un bateau-ville qui... alors, je sais plus qui c'est qui était à l'intérieur, etc. Ouais, il y a plusieurs gangs, mais ça c'est un peu... Voilà, et en fait, Rivet City, c'est un bateau qui s'est échoué. C'est un bateau qui s'est échoué, justement, dans les alentours de Washington, D.C. Mm-hmm. Et je soupçonne, parce que le truc, c'est que, bon... alors, Fallout 3, ça, je sais plus combien d'années ça se passe. C'est 30 ans après Fallout 2. Alors, je sais pas, mais je sais que ça se passe après. Je sais que Fallout 1, Fallout 2, Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4 se suivent dans le temps. Et qu'il n'y a que New Vegas qui se passe... pas New Vegas, pardon, 76 qui se passe avant tous. Mais il me semble que ça se passe une trentaine d'années après Fallout 2, si je dis pas de conneries. Ouais. Faudrait vérifier, mais il me semble que c'est ça, c'est une trentaine d'années. Et donc, je soupçonne que ce bateau, ce soit le bateau qu'on a fait démarrer dans Fallout 2, quoi. Je trouve ça tellement stylé. Oui, ça serait tellement stylé. Après, je me souviens plus des registres qu'on trouve à bord du bateau dans Fallout 3. Faudrait que je me refasse Fallout 3. Bon, c'était on va dire un peu une guilde neutre qui dirigeait le bateau. C'était des commerçants. Et par contre, pour qu'ils aient du carburant, il fallait aller faire appel soit aux ubologistes, soit aux chi. Et globalement, c'était juste ça. Hein. Il n'y avait pas grand chose d'intéressant, à part c'était juste des PNJ fonctions qui étaient là pour t'amener à la destination finale du jeu. C'est ça. Et donc, bref, on se rend à Rivet City, on entend parler du projet Pureté, on se rend au purificateur,
Je sais pas si on rencontre notre papa tout de suite au purificateur. Non, d'abord faut qu'on trouve le fameux Jack, le Jack de Fallout 3, qui n'est pas le même que le Jack des autres Fallout. En Ouais. fait, alors là, je suis sur le wiki, parce que beaucoup je suis pas là assez loin dans l'histoire pour m'en rappeler, mais Ah oui, alors il faut qu'on aille chercher un Jack dans une ville, alors en fait dans un abri qui se trouve près d'une ville qui, si je dis pas de conneries, il y a que des gosses. euh, C'est ça? alors non, ça je crois que c'est après, Non? putain. Oh là là, j'aurais dû le finir, j'ai honte. Hein. Euh... Hmm. Alors attends. Galaxy News Radio, c'est la quête, on va récupérer le truc. Ensuite, recherche scientifique. Recherche scientifique, c'est la quête, donc du coup, on va arriver à City, on va parler au Dr Lee, qui est le médecin. Je tiens à dire que d'ailleurs, si vous faites l'histoire dans l'ordre, quand vous serez chez le Dr Lee, vous allez entendre parler d'une quête secondaire qui est un énorme teaser pour Fallout 4. Puisqu'il Oui. y a une quête secondaire qui parle de synthétique, d'humains synthétiques, et qui parle du Commonwealth. Donc ça, c'est des trucs qui sont un énorme teaser pour Fallout 4 qui sortira pourtant quasiment 2008-2014, je crois, Fallout 4. Donc il sortira genre 8 ans plus tard, quoi. Non, 6 ans plus tard. Donc c'est intéressant de voir qu'il y avait déjà des petits... Est-ce qu'ils avaient commencé à développer Fallout 4 à ce moment-là? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Donc après avoir aidé ou convaincu à rediffuser GNR dans toutes les terres des eaux de la capitale, Three Dog révèle au vagabond solitaire, donc notre personnage, que son père s'est dirigé vers Rivet City afin de prendre contact avec son ancienne collègue, le Dr Lee. Donc on va la voir, le Dr Lee, et normalement, elle nous dit... ça c'est les quêtes secondaires... par le Dr Lee, papa du projet Pureté. Cherchez papa dans la salle de contrôle du projet Pureté. Regardez les holodisques de papa pour savoir où il se trouve. Écoutez l'entrée 10 du journal de papa, accédez à la brise. Donc en gros, on va avoir des... Elle aussi, en fait, elle a pas de nouvelles de notre père. Je crois qu'elle a un crush sur lui d'ailleurs. C'est un peu sous-entendu, elle dit ouais, il est admirable et tout. Et elle nous dit, bah, il est sûrement enfui vers l'abri 112. Et je crois qu'en fait, notre père cherchait un Jack pour l'abri 101, en fait. Dans cet abri 112. Donc on va à l'abri 112. Et c'est là qu'on trouve Tranquility Lane. Donc c'est une quête très particulière, Tranquility Lane. C'est-à-dire que le fameux Jack qu'on nous vend, qu'on imagine qu'est le Jack de Fallout 1 et Fallout 2, dans Fallout 3, le Jack, le jardin des Dénanquis de Fallout 3, il existe toujours sous forme de valise. Mais là, dans l'abri 112, le fameux Jack qu'on a, c'est en fait un véritable jardin des Dénanquis, parce qu'en fait c'est une simulation. C'est oui, une simulation. Ah oui, putain, c'est une simulation, c'est ça. C'est une simulation, en fait, Oui, tous les habitants de l'abri ne vivent pas dans l'abri, ils sont juste dans une simulation où ils se retrouvent dans un village virtuel d'avant-guerre, en fait. c'est ça. Et ils sont tous morts dedans, à part une petite fille qui est globalement Satan. Hein. En fait, elle est très sadique. Et du coup, on se retrouve enfermé dans une simulation avec une enfant psychopathe. C'est ça. Dans une espèce d'ambiance années 60 en noir et blanc. On est nous-mêmes un enfant, je crois, dans la simulation. Et c'est une quête assez particulière, mais assez marquante, en fait. Et je crois qu'en fait, dans la simulation, on va essayer de trouver Bah en fait, on peut. Alors, il y a deux solutions. Soit on fait ce que la gamine nous demande. Oui, et ça se demande de faire pleurer des enfants, de tuer un chien, des trucs comme ça. C'est ça. Ou de faire cramer une mamie aussi, il me semble. Un truc dans le genre. Ou soit on tend l'oreille, on écoute ce que disent les habitants. Ah non, où notre père est enfermé dans la simulation. Il est bloqué dans la simulation. Oui, notre père est bloqué dans la simulation, mais on ne sait pas où. Parce que la seule chose qu'on voit, c'est qu'on voit au début, c'est la gamine et un chien. Oui. Et le truc, c'est qu'il y a deux solutions, il me semble, à cette quête principale. C'est soit faire tout ce que demande la gamine, soit tendre l'oreille, et parce que les autres habitants vont parler de choses bizarres, de maisons hantées, des trucs comme ça, et on peut enquêter là-dessus. Je crois qu'il y a aussi la possibilité de faire une simulation d'invasion de la Chine. Parce que faut savoir que ça nous replonge du coup dans dans l'ambiance années 60, avant
qu'il y ait la grande guerre nucléaire. Donc du coup, c'était avant que les Chinois et les États-Unis rentrent en guerre ouverte, on va dire. C'est Et il ça. y a un programme qu'on peut lancer, justement, je crois, dans la fameuse maison hantée, qui fait que du coup, on a des soldats chinois qui envahissent la ville et qui tirent partout. Et je crois que ça fait bugger la simulation et qu'on peut en sortir à ce moment-là, en fait. Parce que Oui. si on meurt dans la simulation, notre corps meurt. Et je crois que la gamine, elle a tué tout le monde, en fait. C'est Je crois ça. qu'elle a buté tout le monde. Et donc. Et je sais pas si c'est pas notre père, la gamine, d'ailleurs. Non. Parce que... Non, notre père, c'est le chien. Ah oui, exact. C'est qui la gamine, du coup? Parce qu'il y a que deux survivants. La gamine, c'est une IA en fait. Ah, c'est une IA, d'accord. La gamine, c'est une IA, mais qui est devenue en fait lassée de la simulation et qui veut voir des choses nouveaux. C'est pour ça qu'elle nous demande de maltraiter les gens. Une vraie saloperie. En fait, C'est il s'était intéressé sur cette technologie-là parce qu'il disait que ça pourrait aider pour le projet Pureté. Alors, je sais pas trop comment, j'ai pas les détails. J'imagine qu'une IA qui pourrait générer qui pourrait gérer la purification d'eau, c'est peut-être ça l'idée de base. Mais en tout cas, il dit que c'est assez dangereux, mais que voilà. Et donc, suite à ça, donc peu importe ce qu'on fait, si on libère les gens de la simulation, tout ça, notre père va être bien content. De même, il sera content si, enfin, du moins, si on a fait péter Négaton, il va savoir que c'est nous. Oui, il va nous gronder, il va nous Voilà. mettre la fessée. C'est ça. Et donc, après la simulation, on revient donc au projet Pureté. Le projet Pureté n'y va pas tout de suite, en fait, parce je crois qu'il est pris par des super mutants ou un truc comme ça. Genre le projet Pureté, soit il est donc on retourne à Rivet City avec notre père et le Dr Lee. Mhm. Et ensuite, on doit aller. On doit aller au projet Pureté justement pour débarrasser, pour libérer des super mutants. Une fois que ça c'est fait, on retourne au projet Pureté avec cette fois tous les scientifiques, etc. Et on essaye de le mettre en route. Souci, parce que quand on commence à remettre l'installation en route, on se rend compte qu'il y a des vertiptères qui arrivent. Et donc on rappelle que les vertiptères, ce sont les hélicoptères qui sont soit la confrérie de l'acier, soit l'enclave. Soit l'enclave. Et là, il se trouve que justement, c'est l'enclave qui débarque et qui veulent prendre le contrôle du projet Pureté. Et d'ailleurs, c'est en se rendant donc dans la salle principale, on veut se rendre dans la salle principale du projet Pureté. Et on y trouve donc le général en chef de l'enclave et notre père qui sont dans la salle. Et notre père, ne voulant pas donner le projet Pureté à l'enclave, décide d'activer un protocole qui va totalement irradier la salle, mais de radiation mortelle. Ça rend le projet Pureté totalement inaccessible et nous, il faut qu'on se barre. Voilà. Voilà, du coup, notre père meurt, hein, au passage à ce moment-là. En fait, le Jack, je suis en train de lire les résumés, je me rappelle. En fait, le Jack, du coup, qui était dans l'abri 112, c'était un autre Jack que celui qu'on imagine, qui est la valise, en fait. La valise de Fallout 2 qui permet de refaire un jardin d'Éden, littéralement, qui permet de refaire la vie à partir de rien. Et il y a un quiproquo parce que du coup, le Jack qu'on pense que celui notre père pensait trouver, c'est la simulation. En revanche, on est persuadé qu'il existe vraiment un Jack. Et c'est à ce moment-là qu'on du coup, on va se rapprocher de la confrérie de l'acier. Parce que qui d'autre que la confrérie de l'acier, ces fameux gars qui s'intéressent beaucoup aux technologies, pourra nous aider à localiser un autre Jack. Parce que c'est ce Jack qui va permettre de purifier l'eau, en fait. Tout simplement. C'est ça. Et donc, on va fuir avec le docteur Lee en direction des ruines du Pentagone. Qui a été transformé en fait en base pour la confrérie de l'acier. Exactement. Qui est une confrérie de l'acier qui est, on va dire, comment dire, qui œuvre pour le bien commun. Voilà, contrairement aux confréries de l'acier qu'on a vu dans le premier et le second Fallout, qui eux cherchaient les technologies pour les mettre en sécurité et pour pas qu'elles tombent dans d'autres mains. La confrérie de l'acier, là, et celle-ci, essaye d'agir pour le bien de DC. Et c'est d'ailleurs
si on fouille un peu, on peut rencontrer une autre type de confrérie de l'acier qui se Dissident. balade dans DC, qui se font appeler les dissidents, qui vont avoir des armures noires et rouges, et qui eux sont plus proches justement des confréries de l'acier de Fallout 1 ou 2. Ils ne sont pas agressifs. Par contre, quand tu te rends chez eux, tu as la possibilité de leur vendre tout ce qui est technologique. Alors, ils sont pas agressifs, mais j'ai mal parlé à un d'eux. Et ils m'ont tous Ouais. tué, ils m'ont tous attaqué, du coup j'ai massacré tout le monde dans l'un de leur QG. Je crois que c'est même leur QG principal. Allez, Ouais. bon, bah, Est-ce qu'on ferait Oui, pas faut- un petit du coup par rapport aux dissidents, pour la première extension, est-ce qu'on ferait pas un petit parallèle du coup avec l'extension qui est liée aux dissidents? C'est le premier DLC, je crois. C'est Opération Encourage. Alors, On fait je on pense fait une petite aparté, c'est pas très long vu que le ouais, DLC on on va peut faire, en parler on en va 2 faire, secondes. voilà. Opération Encourage, grosso merdo, c'est sûrement le DLC le moins apprécié. Alors, à la fois le plus apprécié, mais aussi le moins apprécié de tout le jeu. Je m'explique. Opération Encourage, en gros, on vous fait rentrer dans une putain de simulation qui vous fait revivre en fait l'assaut d'Encourage par l'armée chinoise. Et nous, donc, normalement, je crois, dans la simulation, on incarne donc ceux qui sont censés défendre Encourage. Voilà, on joue Mais, les Américains voilà. Mais, parce qu'il y a un gros mais, on oublie tout le côté RPG. On oublie que côté RPG, on dirait que ce DLC il était là pour répondre aux attentes des gens qui s'attendaient à ce que Fallout 3 soit un FPS parce qu'il a une vue FPS. Et du coup, ils nous mettent un jeu où c'est que du gunfight. La discrétion, ça marche pas du tout. Hein. Genre, ils te mettent la possibilité de discret, mais les 3 quarts du temps, tu bourrines, tu bourrines, tu bourrines. Oui, voilà. Tu peux choisir des gens dans ton équipe si tu veux avoir des robots ou des mecs comme ça. C'est ça. T'avances, Mais tu sinon, tires. c'est une longue ligne droite de bourrinage. Il y a quasiment pas de dialogue, il y a quasiment pas de choix à faire, etc. Et on va dire que ça marcherait si le gameplay FPS était bien. Mais c'est Voilà. pas le cas. C'est pas le cas. Du coup, bah, on a un gameplay moyen en ligne droite. J'aime bien l'ambiance, par contre, parce que du coup, c'est en Alaska, en Corée, je crois. Donc, du coup, Oui. c'est assez, c'est froid. Il y a de la neige. Ça change assez quand même du décor du Fallout de base. Ça se fait, en ligne droite, ça se fait en 3 heures, je crois, un truc comme ça. Ouais. L'avantage, c'est qu'en fait, si on fait cette simulation, c'est parce qu'en fait, on va tomber du coup sur des dissidents. Et les dissidents, ils nous disent qu'ils ont trouvé une base qu'ils possèdent en fait. Et cette base, en fait, pour l'ouvrir, bah, il faut finir la simulation en fait. Et dedans, il y a une récompense, il y a un inventaire de fou. Donc il y a des armes, il y a une arme inédite qui est le fusil. C'est pas le fusil Gauss, non? Ouais, Ghost, Non. c'est ça. C'est Ouais, ça, c'est le fusil Ghost. Ou c'est Ouais. un fusil énergie qui tire une explosion. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui détestent l'extension en elle-même et qui adorent sa récompense, parce qu'en récompense, t'as le fusil Gauss, mais surtout t'as l'armure chinoise en fait. T'as l'armure chinoise pour la discrétion, mais t'as surtout l'armure assistée blanche qui a une résistance tellement énorme qu'on pense qu'en fait elle est indestructible. Tu peux y jouer des heures et des heures et des heures, elle n'aura pas de truc. Parce qu'on le dit pas ça. Mais contrairement à Fallout 1 et Fallout 2, là, les armures et les objets, les armes, s'usent. Oui. Et s'usent très vite. Oui, Et ça, oui. c'est un truc que je déteste dans Oblivion. Et que je déteste aussi dans Fallout 3 et New Vegas, mais surtout dans le 3. Dans Oblivion, fallait réparer les Ouais, et puis dans Oblivion, tu mets 3 coups d'épée, elle est émoussée. Hein. C'est vraiment, vraiment de la merde. Et du coup, pour réparer, soit tu fais appel à un commerçant qui sait le faire, soit tu trouves un objet identique et tu les combines. Et selon ton skill en réparation, bah, tu pourras le faire avec des objets meilleurs en meilleur état, ce qui fait qu'au final, tu répares totalement l'objet. Mais ça. Là, cette armure, t'as plus ce souci. Et c'est vrai que c'est génial. Et en plus de ça, tu vas apprendre la compétence, un petit peu comme dans Matrix, I know Kung Fu. T'as exactement la même chose avec la compétence pour porter une armure... une armure assistée. Une assistée, parce que sinon, faut attendre dans la campagne principale d'avoir atteint la confrérie de l'acier et de faire une quête pour obtenir la formation. Oui. Sinon, tu peux pas la porter. Là, tu l'obtiens en ayant dans la simulation, alors qu'il n'y a aucune ligne de dialogue qui te le dit. Hein. Il y a personne qui te le dit, t'as aucune information, c'est juste tu l'apprends en essayant de porter l'armure sur toi. Et ça, pour le coup... Bah, c'est vrai que moi je la torche dès que je peux parce que bah, cette armure après je ne change plus de fringue jusqu'à la fin du jeu, j'ai plus à me soucier de ça quoi, c'est juste une histoire de confort et une histoire d'être tranquille parce que j'en peux plus de réparer les objets, je n'en peux plus. Ouais. Mais c'est là que bah, la compétence réparation servait très peu dans Fallout 1 et 2, autant là dans Fallout 3
Ah bah faire tout le temps, monter hein. la compétence réparation, c'est vraiment utile. C'est vraiment C'est utile, vraiment c'est vrai. Et Parce puis, que du coup, sinon, t'as tes armes qui peuvent s'enrayer, ce genre de conneries. et puis en plus de ça, l'extension, bon, c'est bourrin, et du coup tu vas faire plein d'objectifs qui vont se remplir assez vite, tu vas gagner plein d'XP, et je pense que tu gagnes facile 5 ou 6 levels Ah selon où oui, t'en oui, es, mais mais tu par gagnes contre, plusieurs levels. Quoi. mais par contre, ces levels ne servent à rien dans la simulation. Dans la simulation, ça sert à rien, mais tu pourras déjà prévoir ce que tu vas en faire plus tard. Quoi. C'est ça. Et je sais que moi, c'est le premier DLC que j'ai fait, et déjà j'en étais là, je devais être niveau 13 ou 14 peut-être, et du coup j'avais déjà maxé toutes les armes. Toutes les stats en rapport avec les armes, mais c'était à 100%. Donc tu vois, RPG, oui et non. Hein. Ça revient pas à choisir tes compétences, mais ça revient à choisir dans quel ordre tu voudras maîtriser tes compétences. Tu voudras les maxer, ouais, voilà, c'est ça. Et donc bon bah. Voilà, ça c'était le petit. On a éliminé un DLC sur les 4, c'est fait. Allez hop. C'est ça. On a éliminé un DLC. Ensuite, donc, on se rend à la citadelle et on nous dit que si on veut trouver un Jack, ben, on peut en trouver un dans l'abri 87. 87. Et cet abri 87, il est dans une zone. Il contiendrait. En fait, il est dans une zone. Donc, en fait, il s'avère que l'abri 87, c'est un site où on a testé le FEV. Ah oui. Mais par contre, pour y accéder, c'est là qu'on va passer par Little Lamplight, le fameux village dont tu parlais d'enfant. C'est ça. Et donc, pour y accéder, on doit arriver à Little Lamplight. C'est une grotte. C'est une grotte qui est habitée que par des gosses. Et d'ailleurs, c'est là où on a une quête secondaire, où justement, parce que les enfants, quand ils deviennent trop grands, bah, qu'est-ce qu'on fait ? On les expulse. On les expulse, et la plupart des enfants qui ont été expulsés se trouvent dans une des autres villes qui est dans le coin. J'ai oublié son nom, mais cette ville-là, c'est une des premières zones que j'ai trouvées en me baladant sans faire la quête principale, en fait. Et quand j'ai voulu aller à Little Lamplight, parce que du coup, ça a apparu sur ma map parce qu'on m'en a parlé, et ben c'était fermé à clé. C'est là que je me suis dit, ah les connards, parce que moi je m'étais dit, ce serait trop bien, tu vas à Little Lamplight, tu trouves le Jack, et genre, ça là, j'ai la liste des 4 sous les yeux, il en reste que 4 après ça pour finir le jeu. Et je me suis dit, putain, en fait, tu skips énormément de quêtes en passant par là. Si on était dans Fallout 1, on aurait pu. Là, on peut pas. C'est ça. Mais le truc, c'est que, en fait, Little Lamplight, tu peux y aller. Simplement, c'est que c'est la clé qui donne accès à l'abri 87. Voilà. Donc tu n'y as pas accès. C'est ça. Voilà. Et donc, on se rend à Little Lamplight, on fait profil bas, tout ça. On peut faire une quête pour avoir un fusil laser, je sais, un fusil laser unique. Qui a quelques dégâts de plus qu'un fusil laser standard. Et bref, on se rend dans cet abri 87. Alors pour s'y rendre, il y a toujours une petite précision de la quête principale, c'est que le mec, donc le gamin qui veut nous faire rentrer, il nous dit si vous voulez la clé de l'abri 87, il faut que vous sauviez des enfants à nous qui ont été pris à Paradise Falls. C'est ça. Paradise Falls, c'est les esclavagistes. C'est un thème qu'on voit, qui est vite fait abordé, mais qui est pas aussi omniprésent que dans le 2, où il y a des caches d'esclaves dans quasiment toutes les grandes villes du jeu. Ou même justement Fallout New Vegas. New Vegas, ouais, avec la Légion. Avec la Légion de César. Sachant que si on est en karma négatif, on peut aller voir les esclavagistes et travailler pour eux. Et on a une quête qui nous donne un objet, c'est un gun. Ça rend les gens complètement neuneux. Et après, on leur met un colis explosif, on leur dit courez jusqu'à Paradise Falls, vous êtes un esclave désormais, sinon c'est le colis explosé. Donc on peut rendre les gens en esclavage dans le 3. Voilà, c'est une petite précision, c'est rigolo, on peut faire des choses méchantes. C'est tout à fait ça. Donc bref, on fait la quête à Paradise Falls, tout ça. On se rend dans l'abri 87. Et le truc, c'est que le jet, il nous est pas accessible. Parce que la zone est mortellement irradiée. C'est très dur de pouvoir s'y rendre. Cependant, et là, introduction, peut-être du meilleur passage de la franchise. Hein. Voilà, on va faire la connaissance de, si je dis pas de conneries, Fox. Marcus. Non, Fox. Marcus, c'est celui dans le 2, c'est le maire du village. Oui. Et on va faire la connaissance de Fox, qui est un super mutant, qui a un cerveau. Est-ce que ce serait pas finalement l'un des seuls
super mutant sur qui le Jack a fonctionné parfaitement bien. C'est-à-dire qu'il est fort et il est très intelligent. Parce que c'est ça à la base, le Jack. C'était censé être immunisé à toutes les maladies, très très fort et très intelligent. Et c'est ce qu'il est, Fox. Le FEV, tu veux dire? Le FEV, oui, pardon, pas le Jack, le FEV. Voilà, le FEV. Et donc, Fox nous demande de le libérer, et il nous dit, en échange, si tu me libères, je vais te chercher le Jack. Voilà. Alors, on a le choix ou pas de le libérer. Généralement, il vaut mieux, parce que la salle pour aller chercher le Jack, comment dire que votre barre de radiation va monter... Faut courir très vite. Voilà, elle va monter à une vitesse aussi vite que la chute du Bitcoin. Comme dirait Dieudonné, même les blancs ont les cheveux qui frisent. C'est ça. Et donc, le mieux, voilà, c'est de le libérer, et on se rendra compte sur les quelques combats qu'on aura avec lui que c'est déjà de base un partenaire qui est insane avec sa super masse. C'est-à-dire que oui. Alors, petit truc, par contre, c'est un personnage qui a énormément d'éthique. Si on est un personnage, je sais pas si neutre, il accepte d'être avec nous, mais en tout cas, si on a un karma négatif, il refusera d'être avec nous. Par contre, si on a un karma positif, je suis pas sûr pour neutre, mais en tout cas positif, c'est sûr, il viendra avec nous. Et c'est vrai que, comme tu le disais, il a une super masse et surtout il a une Gatling laser, quoi. En fait, à partir du moment où on a Fox. Attends, parce que la Gatling laser, il l'a pas tout de suite. Ah non? Il l'a que bien plus tard, la Gatling laser. Et ça, on en viendra quand on continuera le mode histoire. D'accord. Pour le moment, il a une super masse. Okay. Il a une super masse, il fait très mal, il est très tanky. Voilà. Moi, selon moi, à partir du moment où tu débloques Fox, je pose la manette et je le laisse se battre pour moi. Hein. Je fais plus rien. Je crois que tu gagnes l'XP quand il bute en plus pour toi, donc tu t'en bats les couilles, quoi. Bref, une fois qu'on a pris, qu'on a récupéré le Jack, ben, le problème c'est que on va se faire prendre en embuscade par l'enclave. On se fait prendre en embuscade à la sortie de l'abri 87 ou pas? Je ne sais plus. Il me semble que c'est que c'est un truc comme ça. En sortie de l'abri 87, on se fait prendre en... Attends, je vais regarder. Une fois qu'on a découvert le Jack, on se fait prendre en embuscade peu de temps après par l'enclave, et on est capturé. On est capturé par l'enclave. Vous pouvez sortir de la 87 qu'en faisant demi-tour. Malheureusement, sur votre route, la chambre de jonction, vous entendez bip bip et vous êtes surpris par une explosion qui vous assomme. C'est ça. C'est ça. On se fait nuke. Du coup, voilà. Donc on se retrouve prisonnier de l'enclave. Et on se retrouve face à un des responsables de l'enclave. Et bizarrement, très vite, on est libéré. On nous libère. Et il y a des caméras. Je crois l'excuse, il nous dit il y a des caméras partout, on vous verra, mais bon. Voilà, il nous libère. Par contre, on nous demande d'aller voir le président Eden. Qu'on entend. Le président américain John Henry Eden. Celui qu'on entend dans les radios de la radio de l'enclave. Et qu'on entend sur les petits iBots, parce qu'il y a des petits robots volants. Des petits robots volants qui servent de radio et qui des fois tirent des lasers. Et qui font une musique patriotique quand tu passes à côté d'eux. Et ces robots-là, nous font, c'est de la propagande. Ils sont là dans les rues. Et s'il y a 2-3 SDF encore en vie, ça leur fait de la propagande. Oui, rejoignez le. C'est ça. Et donc, le président nous demande une audience privée à nous. On se dit, waouh, c'est touchant quand même. Voilà. Donc, le colonel qui nous a libérés, donc le colonel Houghton, lui, il est en désaccord avec Eden. Et on apprend en fait que John Henry Eden n'est ni plus ni moins qu'un pantin, parce que le président John Henry Eden est une IA. Exactement. C'est un ordinateur, un peu comme dans le film Wargames. On a face à nous un ordinateur. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai fait Fallout 3 après avoir fait New Vegas, j'ai fait encore genre, oui, c'est pas vraiment une IA, Monsieur House, mais tu vois. C'est pareil, c'est pareil. Moi, quand j'ai joué à New Vegas, parce que j'ai joué à New Vegas après Fallout 3, tu rencontres quand j'ai rencontré Monsieur House, je me suis dit, mais putain, elle est où l'originalité?
Ouais, sauf que pas tout à fait, c'est pas tout à fait une IA, Monsieur House, mais Oui, c'est une conscience qui a été. bah, on peut le trouver, on peut le voir. Je sais pas si tu l'as vu, Monsieur Oui. House. Et, Oui, je l'ai vu, Monsieur House. Voilà. Je l'ai vu et. on y reviendra. On y Voilà, reviendra. on y reviendra. Et donc, Eden, quand on lui parle, on a plusieurs solutions parce qu'il nous demande en fait, Eden demande à ce qu'on le débranche, il me semble. Non, il nous dit non. juste son plan. Hein. Il nous Ah dit oui. tout simplement son plan qui est le projet Pureté doit pas exister. Et je crois qu'en fait, il a envie de continuer les projets de ce qu'il y avait dans Fallout 2 avec l'ancien président. Et il me semble qu'il veut justement en profiter pour mettre le FEV dans l'eau. Lui, il veut carrément transformer l'eau en. Mais le virus FEV2, celui de Fallout 2, celui qui a tué tous les mutants. Il est toujours dans son idée de... Alors non. Non. Alors non. Ça y est, je me souviens. En fait, oui, comme tu dis, c'est une continuité de Fallout 1, mais c'est un truc qui fait qu'en fait, eux, ils veulent modifier justement le projet Pureté pour faire comme dans Fallout 2, effectivement, c'est de tuer tous ceux qui ont muté. Oui, c'est ça, c'est la suite de ce que voulait faire le président du 2. Voilà. Et du coup, ça. il se dit, bah, quelle meilleure idée pour le faire, au lieu de le faire par un gaz, vu que ça n'a pas marché la première fois, autant le faire dans la flotte. C'est ça. C'est ça. Donc si, t'avais bien raison. My bad. Et en fait, si je dis pas de conneries... Bah, t'as la possibilité de le faire exploser de la même manière que le mec du 1. Hein. C'est ça, il y a moyen en fait de lui faire changer d'avis. Bah, ou le faire exploser, tu peux le faire bugger, genre exploser et toute la base explose avec lui. Oui, tu peux faire ça aussi. De toute façon, dans tous les cas, le colonel Auton, il est en roue libre, ouais, il est en désaccord aussi, lui c'est encore plus expéditif, etc. Bon, bref, dans tous les cas, on peut faire choisir de faire péter la base ou juste de sortir. De toute façon, à un certain moment, il va y avoir une alarme qui va s'activer parce qu'apparemment la base de l'enclave est attaquée. Oui. Et donc, on récupère nos affaires, on sort, tout ça. Et qui sait sur qui on tombe avec une putain de Gatling laser qui était en train justement d'abattre des vertiptères et d'attaquer l'enclave? Fox. Si on a un karma positif, c'est Fox. Exactement. Fox, donc, qui arrive avec juste la meilleure arme du jeu. Il sait s'en servir. En gros, déjà, Fox était déjà bien pété. Mais alors là, avoir Fox à ses côtés, tu peux plus crever. Je crois. Alors, par contre, je sais pas si quand. Je crois que même si t'as un karma négatif, il vient quand même te sauver parce que il considère que l'enclave c'est des enculés. Oui. Mais après, il voudra pas t'accompagner comme compagnon. Mais je crois que Fox vient toujours. Fox, il doit être immortal du coup. C'est un PNJ intuable, hein. Je sais pas. Il me semble que si après ça, il peut être tué, il me semble. Je sais plus. Tout ce que je sais, c'est que de toute façon, alors, petite anecdote, hein, de là où on sort, c'est-à-dire donc de la base de l'enclave. Non, si je dis pas de conneries, on est tout à l'ouest. On est tout à l'ouest. Et si normalement tu vas un peu plus au nord, il y a une grotte avec des Deathclaws. Et c'est dans cette grotte que tu peux trouver la Gatling laser unique qui a un peu plus de dégâts qu'une Gatling laser standard. D'accord. Ouais. Il me semble. Enfin bref, on sort du coup de la base dans l'enclave. Et donc, du coup, maintenant, on retourne voir la confrérie de l'acier, on leur rapporte le Jack. Voilà, on va voir l'assaut final avec Liberty Prime. C'est ça, parce que du coup, on décide, parce que le projet Pureté est toujours sous le contrôle de l'enclave. Voilà. Et donc, on se rend à la confrérie de l'acier, donc il faut traverser toute la carte pour retourner à Washington DC. Alors, d'ailleurs, petite précision vite fait. À partir du moment où l'enclave, on entend juste parler à la radio, mais on n'en voit pas de l'enclave, on les croise jamais, on les croise qu'à partir du moment où ils attaquent le projet Pureté. Et à partir de là, il va y avoir quelques petites modifications sur la map, on va croiser des fois des patrouilles de l'enclave.
on va croiser des Deathclaws, donc des griffes morts, contrôlés par l'enclave. Donc, pour rappeler un peu Fallout 2, vous savez, il y a des griffes morts qui ont leur propre conscience, ils sont des esclaves. Sauf que là, ils te parlent pas, ils t'attaquent juste. Et on va trouver des vertiptères qu'on peut faire péter, d'ailleurs, c'est super satisfaisant. Oui. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, tu vas avoir des patrouilles de l'enclave, dont certaines avec un commandant, on va dire, de l'enclave, qui va être avec les armures Tesla. C'est-à-dire que si je disais en intro qu'on se faisait attaquer très souvent, là ça va être encore plus souvent et encore plus vénère. Oui. Après, faut savoir qu'il y a un système d'XP, enfin de niveau, qui fait qu'on va toujours croiser des ennemis à peu près de notre niveau tout le long du jeu. Il y a des ennemis qui sont plus forts les uns que les autres, mais on va dire qu'il y a cette espèce de... Il y a un sorte de système d'équilibrage. Ouais. Qui vient de Morrowind d'ailleurs. C'est depuis Morrowind qu'il y a ça. C'est-à-dire que dans Fallout 1, vous allez tout à gauche de la map, vous faites déboîter. Là, si on faisait ça dans Fallout 3, certes, si on n'a pas beaucoup de stuff, les super mutants nous défoncent, mais on a moins de se défendre. Parce que moi, l'une des premières zones que j'ai visitées en me baladant de manière random, c'est un commissariat peuplé de super mutants. J'en étais au niveau 3, je crois, à ce moment-là. Ouais, simplement, c'est que tu vas tomber, en fait, tu vas tomber surtout sur du super mutant de base. Ouais. Et qui sont plus faciles à tuer. Qui vont être plus faciles à tuer. Par contre, à partir du moment où tu vas monter de niveau, etc., plus tu vas monter de niveau et plus tu vas avoir des chances d'avoir des maîtres super mutants, des trucs comme ça, en fait. Ouais, et du coup, malheureusement, quand tu croises ça, quand tu te balades dans les terres, enfin quand tu te balades dans la capitale, dans Washington DC, intramuros, on va dire, il y a que des super mutants vénères, quoi. C'est ça, tu tombes que sur des maîtres super mutants, des super mutants agressifs. Je crois que t'as les maîtres qui ont genre un fusil laser qui tire 3 faisceaux, un tri-faisceau, et qui sont accompagnés de chiens, l'espèce de... les centaures, l'espèce de bestiole dégueulasse, la Cronenbergienne. Et je pense à ça, je pense à ça. Parfois, ils sont même, et s'ils sont pas accompagnés, ils ont une Gatling, qu'elle soit laser ou vénère, ouais. Ou normal. Mais en plus, je pense à ça, mais je me rends compte que Washington DC, on n'y passe pas tant que ça, parce que je crois que le projet Pureté, il est à la frontière de Washington DC. Oui, il est à la frontière. C'est une zone qui est relativement optionnelle, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, l'intérieur de Washington DC, c'est surtout pour une quête, c'est les Rangers de Riley. Ouais. C'est une quête secondaire qui est d'ailleurs assez chiante, assez vénère, mais qui permet de récupérer pas mal d'armements et de munitions quand même. Ouais. Bref, donc du coup, on retourne à la confrérie de l'acier. Et là, bah, on se prépare pour l'assaut du projet Pureté, pour reprendre le contrôle du projet Pureté, avec donc la paladine principale, je sais plus comment elle s'appelle. Paladin Lyons, qui est la fille du coup du chef de la confrérie de l'acier des Terres Désolées de la capitale. C'est ça. C'est sa fille. Et on va pas y aller seul parce qu'on va aussi, ils vont activer un des projets qu'ils ont créé, qui est le projet Liberty Prime, qui est ni plus ni moins qu'un putain de robot géant. Un robot d'attaque géant qui dit des phrases vraiment pro-Amérique, pro-capitaliste à chaque fois qu'il tire. Et moi, il me fait beaucoup rire. Et c'est globalement, ça sonne badass dans l'idée, on va attaquer une base avec un robot géant. Mais dans l'exécution, c'est juste suivre un PNJ qui va nous débloquer le chemin. Et c'est tout. C'est ça. C'est tout. Et donc on se rend au projet Pureté. On va avoir quelques soldats de l'enclave un peu vénères, en armure assistée, etc. Parce que déjà, les armures assistées de l'enclave, je les trouve beaucoup plus belles que les armures assistées de la confrérie de l'acier, surtout la Tesla. Ah, j'ai une préférence, moi, pour les armures de la confrérie de l'acier, je t'avoue. Ah ben moi j'ai une préférence pour celle de l'enclave. Notamment, comme je te l'ai dit, la Tesla, parce que... Avec le truc dans le dos, c'est le truc avec le truc dans le dos, là, le sac à dos. Ouais, le sac à dos électrique, voilà. Et donc, quand on revient au point principal du projet Pureté, là où est mort notre père, on retrouve le colonel Automne, et il y a donc soit on se frite contre lui, soit on arrive à lui dire de dégager. Et dans tous les cas, bah, on aura le choix final, à savoir est-ce qu'on entre ou pas dans la pièce du projet Pureté, voilà, du projet Pureté, en sachant que si on rentre dedans, on meurt. Alors soit on le fait, soit on dit à Lyons, ah vas-y, tu y vas. Alors non, alors voilà, justement, je voulais en venir là. Ça dépend de si on a installé Broken Steel ou pas.
C'est-à-dire que Ah si ouais on n'a pas Broken Steel d'installer, non seulement tu peux demander à Lions, mais tu peux demander à n'importe quel autre compagnon que t'as avec toi. Ce qui fait D'accord. sens. Ce qui fait sens, parce que tu peux demander, du coup, à Fox. Lui, les radiations, il s'en branle. Donc tu lui dis rentre et désactive ça. Ah. Et du coup, bah... en fait, en gros, il t'explique, bon, c'est vraiment débile, hein, c'est un truc d'histoire, mais en gros, tu rentres dans la capsule et une fois que t'es dedans, tu peux pas en ressortir. Et Ouais. ensuite, bah, tu choisis soit si tu empoisonnes l'eau, soit si tu Ouais. laisses la situation telle quelle, soit si tu lances le projet pureté. C'est ça. Et là, tu meurs. Entre Et là, tu guillemets. meurs. Entre Tu guillemets. Tu Entre meurs s'il n'y a pas de guillemets. DLC. Et le C'est ça, DLC tu meurs. Broken Steel va Bah, continuer l'histoire on principale. va en parler, on va en parler après, Ouais, parce que de toute façon, il y a, en grosso merdo, il y a 3 fins. Voilà. Sur l'histoire principale, il y a 3 fins. On rend le projet pureté accessible à tous. Du coup, l'eau devient gratuite pour tout le monde Et buvable, surtout. et buvable. Soit on empoisonne le projet pureté, et dans ce cas-là, bah, on risque de causer la mort de toutes les ghouls, tout ce qui a subi une mutation. Ou soit on ne touche à rien, et là, dans ce cas-là, bah, en fait, bah, on littéralement, en fait, on privatise en fait l'eau. On privatise en fait l'eau potable. Du coup, l'eau potable va devenir la manne, on va dire, d'une petite partie de la population qui va la vendre à lourd tarif. Voilà. Et donc c'est comme ça que se conclut l'histoire principale, bien sûr en non parlant des quelques quêtes secondaires qu'on aurait fait à droite à gauche. Alors apparemment, donc ça je le savais pas, mais quand tu mets, je l'ai jamais fait, mais quand tu décides du coup de faire le projet impureté, donc c'est-à-dire d'empoisonner avec le FEV, Ouais. donc si t'as l'extension Broken Steel qui permet de te rendre compte qu'en fait tu ne meurs pas, t'as juste fait un coma, les bouteilles d'eau pure, Oui. donc je sais pas si c'est aussi le cas, je ne crois pas que ce soit le cas des lacs et des trucs comme ça, mais en tout cas les bouteilles d'eau pure, elles seront contaminées et elles te baisseront tes spéciales. C'est tout. Et je crois qu'en consommer trop peut te tuer. Mais sinon, voilà, c'est pas... Voilà. Ça t'empoisonne, quoi. Ça rend l'eau encore plus empoisonnée qu'elle l'est de base. Voilà. Ça. Et donc du coup, c'est vrai que on va parler des compagnons, parce que j'adore finir sur les compagnons à chaque fois. On va ensuite parler des extensions et tout ça, mais là on va parler des compagnons du jeu principal. Mm-hmm. Alors on a Butch, Butch, du coup c'était le fameux mec. Butch c'est le chef du gang des serpents des tunnels. Il peut nous accompagner à l'extérieur parce qu'il y a une quête secondaire où on retourne dans l'abri et on voit ce qui s'est passé selon les choix qu'on a fait. Et Butch peut devenir notre compagnon. Alors attends. Je vous lis juste en fait, voilà, je fais une liste un peu des Attends, compagnons. fais-moi. Ouais, tu peux m'envoyer la liste, s'il te plaît, des compagnons, parce que moi non plus, je les ai pas tous en tête. Alors c'est sur le wiki, je vais t'envoyer le lien, je vais t'envoyer le lien tout de suite. En fait, en fait, parce que je suis sur le wiki, si tu veux, de la quête principale, et ils te disent la réaction de tous les PNJ quand tu leur dis d'y aller. Et ils acceptent pas tous. Mais du coup, ouais, en fait, voilà, juste pour que vous compreniez bien, à la fin... Envoie-moi le lien, s'il te plaît. Quelle que soit la... je suis en train de te... Oui. Quelle que soit la décision qu'on décide, donc c'est-à-dire d'empoisonner l'eau, de ne pas l'empoisonner ou de rien faire, on peut soit y aller nous-mêmes, soit sacrifier Lions, ou alors sacrifier un des PNJ qui nous accompagne. Sacrifier un des PNJ qui nous accompagne, c'est possible uniquement si on n'a pas l'extension et qu'on part du principe que notre personnage peut mourir. Et du coup, ça fait sens d'envoyer Fox si on l'a comme compagnon, parce que lui, les radiations, ça va rien lui faire, il va survivre, si vous voulez. Mais, il y a une extension qui s'appelle Broken Steel, qui continue l'histoire et qui part du postulat de base que nous ne sommes pas morts. C'est ça. Et si cette extension est installée, on ne peut pas envoyer nos compagnons. Et là, les gens, ils ont dit, mais attendez, c'est quoi cette douille? Parce que du coup, on est obligé de pas envoyer, on peut ne pas envoyer Fox. On peut plus l'envoyer Fox. Et du coup, si on fait ça, mais l'histoire de Broken Steel n'existe pas. Donc en fait, ils effacent cette possibilité pour que Broken Steel puisse subsister. On sent les développeurs qui se sont dit, ah mais merde, ça marche pas. Viens, on annule, on cancel. On imagine que ça n'a jamais existé. Ouais, c'est un peu ça. Donc, je vais vous dire à peu près, donc on a Butch, donc c'est le chef des serpents des tunnels. Lui, il refuse, parce qu'il veut pas devenir une boule. Mais je savais pas qu'on pouvait... Ah, mais si, parce qu'on peut retourner dans l'abri plus tard.
Oui, bah, il y a une quête. En fait, il y a une quête quand Il y a on une passe quête près de l'abri. secondaire, ouais. Il y a Amata qui nous envoie un message sur la radio, une onde, et elle nous dit vite reviens à l'abri, c'est la merde. Et en fait, C'est selon ça. le choix qu'on a fait à la fin, c'est vrai que l'abri est dans des états différents. Et c'est assez intéressant de voir comment le gameplay qu'on a fait dans la première mission du jeu va influer vraiment la vie des gens à l'abri. Et ça rend le monde un peu vivant et un peu crédible. J'aime bien. On pouvait demander à Kanigou Il y a- aussi, mais il comprendra Alors, pas. Donc oui, Kanigou, alors c'est on peut chiant. demander à Kanigou. Ensuite, il y a Jericho. Jericho, normalement, alors Jericho, c'est un compagnon qu'on peut avoir à Megaton. Ouais, Cependant, il n'acceptera de nous suivre que si on a un karma neutre ou un karma négatif, parce que si on a un karma positif, il nous dira oh, vous êtes encore un de ces gentils boui-boui d'abri là, allez faire le bien ailleurs, j'ai autre chose à foutre. je crois que c'est un raider, hein, je crois que c'est un ancien raider, et effectivement, il C'est nous ça. enverra chier. Après, les autres, là, Caron, je sais pas qui Alors c'est. Caron, ça me dit rien du tout. Alors, Caron, apparemment, c'est une goule qu'on peut trouver dans Ah l'Underworld. oui, Voilà. oui, si, je me Ensuite, souviens. il y a Clover. Clover, apparemment, c'est une esclave qu'on peut acheter à Paradise Fall. Il y a Fox, celui-là, on le connaît. On a le paradin stellaire Cross, qui est un des compagnons, et c'est un fervent servant de Lions, donc apparemment, voilà, on peut l'avoir. Et on a Sergent RL3, ça va être un robot qu'on doit croiser à un endroit ou à un autre, j'ai pas d'informations sur lui. Voilà. Donc on a ces possibilités-là, donc c'est rigolo, voilà, on a parlé un peu des compagnons du jeu. Et le jeu se termine ainsi, si on n'a pas Broken Steel. Avant de passer sur les extensions, là j'en suis à 1h20, je pense qu'on a moyen de parler des extensions assez vite, parce qu'en vrai j'ai très peu de souvenirs, et puis il y a des choses à dire. Et puis il y en a, on va les passer, enfin il y en a, je veux dire, il reste quoi Il reste... Broken Steel. Ouais, il y a Broken Steel, The Pit, et... The Pit, point lookout. Voilà, point lookout, et puis L'opération Encourage qu'on a dit. Ouais, et le dernier, on en parlera juste. Ah, et Mothership Zeta aussi. Voilà, Mothership Zeta, merci. Voilà. Bref, est-ce que tu veux qu'on parle vite fait des quêtes secondaires, celles qui nous ont marqué? Alors, on va parler de quêtes / d'endroits qui nous ont marqué. Moi, il y en a deux dont j'aimerais parler. Il y a un endroit dont j'aimerais parler, c'est un tout petit endroit à la con qui a une quête non marquée, qui s'appelle la République de Dave. Oui. C'est un coin perdu en haut à droite de la map, où en fait, on a un village où il y a un mec, il a 2 femmes, ils ont plusieurs enfants, il y a 2-3 mecs qui gravitent autour de ça. C'est une micronation, le mec il a fait ses sessions avec le reste, et il élit tous les ans, je crois, ou tous les 5 ans peut-être, un nouveau président de la République de Dave, et à chaque fois il met la pression pour que ce soit toujours lui qui soit réélu. Et on a possibilité dans ce microcosme de convaincre les gens qu'ils soient pas réélus, sauf que cette quête, très souvent bug, et ça a été mon cas, et quand les mecs ils vont se rendre à l'urne pour voter, ils font la queue devant l'urne, et il se passe rien, ils bougent plus. Et du coup c'est très frustrant parce que j'aurais voulu savoir ce qui se passe quand il est pas réélu, et je le saurais jamais. Mais voilà, c'est une quête à la con, c'est un endroit, elle est même pas marquée cette quête, je suis même pas sûr qu'on gagne de l'XP pour la faire, mais en tout cas elle existe, cet endroit existe, et il me fait énormément rire, et c'est un des endroits qui me fait rire. Et l'autre endroit dont je voudrais parler, c'est l'Underworld, dont je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est un bâtiment peuplé, c'est un musée, je crois, un musée d'histoire naturelle. C'est un ancien musée, oui. Avec des os de dinosaures, je crois même. Il y a un grand dinosaure, je crois, dans l'entrée, si je ne pas connu. Et c'est un musée, c'est un endroit où il n'y a que des ghouls. Voilà. Voilà, il existe, il est cool, je crois qu'il y a des quêtes dedans. C'est plutôt chouette. J'aime bien. Ouais, c'est un lieu qui est très sympa, effectivement. Et ben moi, il y a plusieurs quêtes qui m'ont marqué, mais moi, il y en a surtout 2. Il y a la Tampany Tower. Ah ouais. Parce que la Tampany Tower, en fait, donc on en a parlé déjà, c'est un endroit où il y a que des petits snobinards qui vivent entre eux. Et donc il y a plusieurs solutions pour cette, on va dire, quête secondaire. On peut y habiter en ayant fait sauter Megaton. Mais si on n'a pas fait sauter de Megaton, il y a toujours moyen de rentrer dedans, parce qu'il se trouve que quand on arrive à la Tampany Tower, il y a une goule devant qui demande qu'on la laisse rentrer, mais ils ne veulent pas la laisser rentrer. Et en fait, il se trouve que dans les sous-sols de la Tampany Tower, il y a plein de ghouls. Et il y a 2 solutions pour cette quête, c'est soit on va tuer toutes les ghouls, ou soit on aide les ghouls à rentrer dans la Tampany Tower. Et je dois avouer que j'ai pris un malin plaisir à les aider à rentrer. Sachant que les ghouls qu'il y a dans le sous-sol, ce sont des ghouls sauvages. Et entre
les ghouls, enfin, il y a les ghouls sauvages qui séparent donc les mecs de la Tenpenny Tower qui sont des snobs et un groupe de ghouls pas sauvages qui ont la capacité de parler et de s'exprimer normalement, qui eux du coup sont rejetés. Ils disent ouais, ils puent et tout. Et on a la possibilité également de parler aux PNJ dans la tour et de les convaincre que les ghouls sont comme nous. Et du coup, il y a possibilité d'inverser la vapeur et de faire en sorte qu'ils coexistent. Ils coexistent. Euh, Il y a Mais aussi. bon, vu les enculés que c'est dans la Tenpenny Tower, tu m'excuseras, mais je persiste et je signe, je les fais rentrer. Moi. C'est les enculés, mais il y a un PNJ que j'aime bien. Parce que dans la Tenpenny Tower, et en fait, quand on écoute Galaxy News Radio, il y a une chronique qu'on entend souvent qui revient. C'est les histoires d'Herbert, j'ai oublié son nom. Mais c'est l'histoire d'un mec qui a son compagnon ghoul et qui est parti à l'aventure et qui a fait le tour du monde. Et c'est des histoires, tu sais, c'est des fictions radio en fait. Oui. Avec des doublages où il fait oh, Altola, mais non, et c'est assez drôle à écouter, à suivre. Et en fait, ce mec-là, il existe vraiment. Il habite dans la Tenpenny Tower, son appart, il est plein de souvenirs de têtes de Brahmin et trucs comme ça. Et effectivement, il nous dit qu'il a un compagnon ghoul. Et que ce compagnon ghoul, et ben en fait, si on lui dit, mais t'avais eu un compagnon ghoul, il fait, bah ouais, moi j'ai rien contre les ghouls. Et on peut du coup très facilement convaincre de venir. Et il faut savoir que ce fameux compagnon ghoul, on peut le trouver mort dans une caverne. Voilà, c'est assez triste, mais c'est l'histoire triste de son compagnon ghoul. Donc voilà, c'est ce petit détail. Il faut savoir que si on tue Tenpenny, c'est le chef des soldats qui protègent la Tenpenny Tower qui prend la direction. Le chef de la sécurité, ouais. Et le chef de la sécurité refusera, quoi qu'il se passe, de coopérer avec les ghouls. Voilà. Donc si on tue Tenpenny, on sera obligé, si on veut finir cette quête, d'aider les ghouls. Sachant qu'il y a des quêtes secondaires qui sont entrelacées, parce qu'il y a une quête secondaire où il y a une ghoul de l'Underworld qui te demande d'aller tuer des ghoulophobes, et dans les ghoulophobes, en fait, il y a justement Tenpenny. Bah oui, automatiquement. Voilà. Alors qu'en fait, on découvre que le mec, en fait, qui demande qu'on tue des gens qui sont soi-disant ghoulophobes, en fait, il en a rien à foutre qu'ils sont ghoulophobes. Il veut juste récupérer des parties de clés pour avoir accès à un bunker où dedans il y a une armure assistée unique aussi. C'est assez drôle du coup que tu me dises c'est entrelacé, parce que du coup c'est entrelacé avec ce que je viens de dire avec l'Underworld. T'as mentionné l'Underworld pour mentionner. Tout est lié. Tout est lié. C'est ça. Tout est lié. Bien. Et donc, une autre zone avec une quête secondaire très sympa, bah, c'est Oasis. Oh oui, bah voilà, on en parlait au début. Oasis, parce que c'est là qu'on va rencontrer un personnage mythique qu'on a trouvé, qu'on pouvait louper dans Fallout 1 et 2. Bah, c'est Harold. C'est Harold. Alors, comment il est passé de la Californie à la côte, je sais pas exactement Washington, je veux pas dire de conneries, mais en tout cas c'est pas exactement à côté de la Californie, Washington. Comment il est passé, c'est comme le bateau, hein, si on imagine que c'est le même bateau, on sait pas comment il a fait le tour, mais en tout cas, Harold se retrouve au milieu de la Californie, et vous savez, il avait un petit arbuste qui poussait au-dessus de la tête. Ouais. Bah, là, l'arbuste, il a commencé à prendre racine, et un jour, était possible pour lui de bouger. C'est ça. Et il est devenu un arbre vivant. Un arbre dont les racines se sont agrandies et qui ont fait qu'une petite forêt a grandi autour de lui. C'est ça. Et une communauté habillée en toile s'est bâtie autour. Et cette communauté, il y a les deux fondateurs de la communauté qui sont un couple. Ils ont une philosophie assez différente. Il y en a une qui veut mettre un espèce d'engrais sur le cœur de Harold, qui est dans les sous-sols, pour que la forêt se répande à travers toutes les terres désolées et qu'on repeuple, que la verdure repousse partout. Il y a le mari qui, lui, ne veut pas qu'on fasse ça et qui veut mettre un enduit dessus qui empêchera la forêt de s'étendre parce qu'il veut garder son microcosme, il n'a pas envie que des gens s'y intéressent et le détruisent, il n'a pas envie que les humains détruisent la nature une seconde fois en fait. Et on a Harold qui est coincé au milieu de tout ça, qui n'a rien demandé, et qui souffre le martyr, et qui dit mais achevez-moi, je vous en supplie quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est soit on empêche la forêt de s'étendre, soit on aide la forêt à s'étendre, et Harold au milieu de tout ça qui souffre le martyr. Et c'est là que y a aussi plusieurs solutions à cette quête, c'est qu'on peut tuer directement Harold. En le brûlant. Ouais. Soit on peut lui faire entendre raison et lui dire mais mec, je sais pas si tu te rends compte, t'es en train de redonner vie aux terres désolées. Tu es littéralement le Jésus de l'univers de Fallout. Tu es genre le Messie. Et donc, on peut, si on a des capacités en discours, tout ça, on peut le faire switch pour lui dire que finalement, mec, alors oui, tu souffres,
mais tu souffres pour le bien de toutes les terres désolées. Après, bon, bah, c'est une question de point de vue, quoi. Mais voilà, c'est une quête que j'ai trouvé très sympa et que j'ai Mhm. trouvé aussi très tardivement parce que lors de ma première run du jeu, Ouais. j'étais totalement passé à côté. Et ouais, parce qu'elle est dans une. En fait, c'est une forêt, mais c'est pas une forêt qu'on voit. Alors, effectivement, quand on s'en approche, on commence à voir des buissons un peu plus souvent. Mm. On se dit, c'est bizarre, tiens, des buissons, ça, j'ai pas remarqué. Et en fait, elle est coincée un peu, c'est une forêt, mais un peu dans une grotte, en fait. Donc, du coup, on la voit pas. Et c'est vrai que c'est assez rafraîchissant quand tu rentres dedans. On entend, il y a de la verdure, on entend des oiseaux, il y a le soleil qui est bleu. Enfin, c'est assez perturbant, Ouais, mais c'est mais chouette à visiter. c'est sympa. Alors sinon, en quête aussi, en quête secondaire sympathique, moi Un dernier, j'avais vas-y, un dernier, je te laisse donner un dernier. un dernier, bah, c'est la quête du mécaniste et de la reine des fourmis. Ouais, effectivement. Parce que en se baladant un peu, on peut tomber sur des fourmis de feu qui littéralement crachent du feu. Ça, c'est pas le Et mécaniste, ça, c'est pas le mécaniste, ça, c'est encore une autre quête. oui, mais c'est encore une autre quête. Mais si on pousse un peu plus loin dans une ville, on va se rendre compte bah, que dans la ville, il y a une dispute entre deux individus, un qui est habillé en robot et une qui est habillée en reine des fourmis. Et c'est en fait une dispute entre le mécaniste et la reine des fourmis, qui est en fait une humaine qui est déguisée, tout comme le mécaniste est un mec qui est déguisé. Et l'un s'amuse à envoyer des robots, l'autre elle s'amuse à envoyer ses fourmis, et les deux se font une petite guéguerre. À la comic book, un peu, hein, on dirait des méchants Voilà, de vilains de comic book, quoi, globalement. c'est ça, clairement. Et le mécaniste, c'est d'ailleurs un personnage qu'on retrouve dans le 4, c'est peut-être pas le même, mais en tout cas, il y a un DLC mécaniste dans le 4. Oui, mais c'est pas le même. Mais voilà, mais c'est la même idée. Hein. C'est la même, mais c'est la même idée. Et Oui. du coup, tu disais les fourmis de feu, on va faire un dernier aparté. Il y a une autre quête, effectivement, où il y a en fait un scientifique qui a essayé de régler le souci des fourmis qui Oui, sont grosses. Il se dit, mais on a peut-être moyen de les remettre petites. Sauf qu'en faisant son expérience, il les a transformées en fourmis de feu qui crachent du feu. c'est Et du ça. coup, toute une ville a été ravagée à cause de ça. Il y a un enfant qui s'est retrouvé sans famille. On peut d'ailleurs retrouver une famille à Rivet City, petit aparté. C'est ça. Et en gros, bah, le scientifique il se dit mais je sais qu'on a fait de la merde et tout, mais enfin faut quand même continuer les recherches. Et là, on a le choix soit l'aider, soit le buter, soit voilà plusieurs possibilités encore. Voilà. Voilà. Là, il reste 3 DLC à parler. Broken Steel, c'est la continuité. On va commencer par Broken Steel parce que c'est la continuité. Oui. On va aller assez vite parce que dans l'ensemble, c'est vrai que c'est assez rapide à expliquer. C'est un peu à l'image d'Opération Encourage. C'est très bourrin quand même comme DLC. Même si au niveau de l'histoire, il est un poil plus intéressant qu'Opération Encourage. Donc globalement, Broken Steel, ça va augmenter le niveau max qui était de 20 jusqu'au niveau 30, donc avec des nouvelles compétences qui vont avec. Et on se réveille dans la base de la citadelle, de la confrérie de l'acier, et on nous dit qu'en fait on n'est pas mort. Je crois que si on a envoyé Lions, elle est morte. Non, elle est pas morte. D'accord, elle est pas morte. On peut la réanimer. Ok. Oui, oui. Bon. En tout cas, on est réveillé et on nous dit bah c'est bien, sauf que bah il reste encore l'enclave, on les a pas terminés. Il reste encore des mecs de l'enclave. Donc bah rebelote, va falloir les défoncer quoi. C'est ça, et pareil, la même chose, on va envoyer avec Liberty Prime. Ouais, Qui ouais. n'est plus ni moins, Alors on a ça, on a la possibilité, il faut aller chercher une nouvelle arme qui est le fusil Tesla. Oui, Euh, on a à un moment la possibilité d'attaquer du coup une espèce de base mobile de l'enclave qui est gigantesque. ouais, Et à la fin, on a accès à un terminal qui permet, parce qu'en fait, on a un assaut. En fait, ça commence sur un assaut et pendant l'assaut, on se fait bombarder. On se fait bombarder par des bombes qui viennent de l'espace. Et en fait, ces bombes-là, je crois qu'il y a un petit teaser, on va dire, pour cette extension, parce que tu sais, au nord de la map, il y a des antennes oui, qui sont prises par des raiders. Et ces antennes, si tu les alignes, tu peux faire tomber des bombes au milieu de nulle part. Et en fait, c'est une technologie du gouvernement que l'enclave a repris. Et en fait, ils possèdent cette arme. C'est des missiles orbitaux, je crois. Mm. Et en fait, du coup, le but, on se dit, mais putain, qu'est-ce qu'on vient de se prendre? Liberty Prime se prend ça, il explose. Donc, du coup, il y a tout le truc secondaire de Liberty Prime. Je sais pas s'il le répare, Liberty Prime, mais en tout cas, je crois qu'il le répare, ouais. En tout cas, Liberty Prime, le Liberty Prime, qui est un peu l'arme ultime, on va dire, se fait atomiser. Ils se disent, mais putain, qu'est-ce que c'était que ça? C'était des missiles orbitaux, quoi. Du coup, on va essayer d'enquêter. En enquêtant, on va aller, du coup, je crois, dans une bibliothèque en ruine pour aller trouver ce que c'est que ces missiles, parce qu'il y a des preuves là-dedans. Et c'est là qu'on va trouver le missile, le canon Tesla, qui est un canon laser.
Et on va se retrouver du coup à trouver quelle est l'origine de ces missiles. En fait, ces missiles sont tirés d'une base mobile de l'enclave, une espèce d'énorme char, mais immense, avec des grosses roues qui avancent. On va le prendre d'assaut, et à la toute fin, on a la possibilité avec ces missiles orbitaux de faire exploser un des endroits de la map. Donc on peut tirer soit sur la base elle-même, et donc du coup en finir une bonne fois pour toutes avec l'enclave, soit tirer sur la base de la confrérie de l'acier, ce qui est totalement gratuit et qu'on peut faire, ce qui fait que quand on retrouve la base de la confrérie de l'acier, il y a un grand trou au milieu. Soit, alors Rivet City ça marche pas, je crois. Ils disent qu'on peut bombarder Rivet City, mais ils disent que ça fonctionne pas. Soit on peut bombarder Megaton, si on l'a pas fait une première fois, on a une seconde chance de le détruire. C'est ça. Bon, c'est rigolo, c'est très bourrin, mais voilà, c'est finissons-en avec l'enclave. Globalement, c'est le thème Voilà. du DLC. C'est ça. Ensuite, on a une extension que cette fois-ci j'ai fait, qui est assez bourrine. C'est, on va dire, l'extension. Regardez-moi, je fais des blagues, je suis Fallout 3. C'est Mothership Zeta. Ah ouais, putain. Alors, cette extension-là, moi, avec l'extension d'Opération Encourage, je l'ai fait dès le début. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, c'est une espèce de sonde qu'on va trouver. Il faut savoir que toutes les extensions, quand on sort de l'abri, on va capter plein de radios différentes. Et ces extensions, il y a une quête qui va s'ajouter. Et ces radios, en fait, vont nous indiquer comment lancer le DLC, en fait. Ouais. Et là, on a une espèce de truc qui fait... Et en fait, ça nous localise sur une map un endroit. Et il y a une sonde. Et on s'en approche, et on se fait abducter par un vaisseau extraterrestre. Là, on part dans un univers qui n'a absolument rien à voir avec D'ailleurs, Fallout. si on n'a pas le DLC, à l'emplacement du DLC, tu trouveras juste un flingue alien et des munitions. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que ce truc-là, il est pas loin de... Il y a une espèce d'endroit avec des canyons, et il y a des super mutants qui ont élu domicile ici, et c'est dans ce coin-là qu'on trouve qu'on trouve cette extension. Donc, on est abducté, on s'échappe, on trouve des gens de toutes les époques, on trouve un cow-boy, un samouraï qui parle japonais, qui ne parle pas français, qui ne parle pas anglais, et globalement, bah, on tue tout le monde. Mais une fois qu'on a fini ce DLC, on a des armes aliens qui sont les armes technologiques les plus puissantes du jeu. Ouais, en termes d'armes à énergie, c'est... Au moins 2000 munitions pour ces armes-là. C'est ça. C'est complètement craqué. Moi, je les ai dépensées assez vite, parce que j'utilisais que ça. Il faut savoir qu'il y a même une arme, et c'est l'arme alien, le pistolet alien qu'on trouve sur le capitaine du vaisseau. Celui-là, il one-shot quasiment tout le monde, parce qu'en fait, il fait des coups, il a un ratio de 100% de coups critiques. Et il y a un endroit dans la map où c'est une ville en ruine qui est possédée que par des griffes morts. J'y suis rentré, je les ai tous one-shot. C'est vraiment... c'est cheaté. C'est une arme qui utilise des munitions différentes encore que les munitions extraterrestres. T'as les munitions EP extraterrestres et t'as les munitions aliens. Et je sais pas si c'est pas d'ailleurs le pistolet dont tu parles qu'on trouve à côté du DLC. Il me semble. Voilà. Mais tu trouves plus de munitions encore pour cette arme dans le DLC. Donc voilà, c'est n'importe quoi. C'est débile. C'est débile, mais voilà, ça existe. Après, c'est une référence par rapport aux deux où quand on se rendait à un certain endroit, on pouvait tomber sur des aliens, ouais. Voilà. Ouais, j'imagine. Et ensuite, il y a le dernier DLC. Ah non, pardon, il y en a encore deux. Putain, je suis bête. Il y en a encore deux. Ah bon ? Il y a The Pit et Point Lookout. Alors attends que... Point Lookout, c'est l'île, avec la secte. Et The Pit, c'est avec les esclavagistes dans la fosse, là. Alors attends. Alors, alors là, par contre, ça va être à partir de souvenirs. Mais parce que moi, pareil, parce que là, il y en a un des deux, je m'en souviens plus du tout. Alors, The Pit, je crois que c'est un message de radio d'un mec qui s'appelle Werner qui nous dit de venir en aide. C'est une zone d'esclaves, en fait, qui travaillent toute la journée d'arrache-pied dans une fonderie, en fait. Ils travaillent le métal, tout le temps. Et c'est un endroit où, en fait, je sais pas pourquoi, mais les gens sont malades et ils se transforment en skag. Les skags, c'était des bestioles, c'était des PNJ qu'on croisait dans Fallout 1 dans les ruines, dans certaines ruines. C'était des PNJ qui étaient agressifs, mais c'était juste des PNJ. Là, c'est des créatures. Hein. C'est humanoïde, mais c'est des créatures un peu dégueulasses. Et en gros, si je me rappelle bien, on a dans The Pit les esclaves, quoi, les mecs qui travaillent, et on a une caste un peu plus de gens un peu plus riches qui s'amusent à leur faire faire du combat d'arène et des trucs comme ça. D'accord, parce que moi je me souviens surtout c'est de Point Lookout où là on... Alors,
dans Fallout 3, on est surtout dans une sorte de désert, etc. Point Lookout, là, c'est carrément dans une zone marécageuse. Tu vas avoir de nouvelles armes, Et des nouveaux PNJ, et de nouveaux PNJ, de nouveaux ennemis. Et il est incroyable. Moi, c'est mon DLC préféré. C'est pareil, c'était mon DLC préféré. En Alors, fait, je me souviens plus trop parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à Fallout 3. pour ceux qui ont fait The Elder Scrolls Morrowind, quand vous aviez l'extension qui vous faisait aller à Tribunal ou à Blood Moon, vous trouviez un endroit qui était totalement... Vous étiez perdu parce que ça avait pas du tout la même ambiance. Et Ouais, vous aviez voilà, des ennemis que vous affrontiez, vous avez des ours polaires, des machins que vous ne trouveriez pas dans le jeu de base. Bah là, c'est exactement la même idée sur Point Lookout. C'est une espèce d'île marécageuse avec des pecnos radioactifs, qui ont des crânes déformés qui tirent dessus à la carabine à plomb, quoi. Et je me rappelle qu'il y a une secte... Des mecs qui ont les tailles, qui ont... Des mecs aussi qui ont la taille limite des super mutants, mais c'est pas des super mutants. Ouais. Et je me rappelle qu'il y a une quête, qu'il y a une secte de mecs qui se rasent le crâne et qui t'arrachent un morceau de cerveau. Et t'as une cicatrice et le crâne rasé. Et faut se battre contre cette guilde en fait, contre cette secte. Voilà, je veux pas rentrer plus dans les détails. Je sais qu'on entend une voix dans notre tête dans Point Lookout aussi. Il y a vraiment Point Lookout, c'est une ambiance bien différente. C'est un univers, c'est limite un jeu standalone. Hein. Ouais. C'est limite un spin-off, mais il est vraiment incroyable. C'est un monde ouvert en plus qu'on peut visiter avec. On n'a pas le sentiment d'enfermement qu'on a dans les autres extensions. On a l'impression d'être enfermé entre 4 murs. Là, c'est vraiment. Bah, c'est une île, donc il y a de la flotte autour, mais on a vraiment l'impression de se balader dans un monde ouvert. Tu sais quoi, j'ai presque envie de faire au moins ce DLC. Ouais. Bah C'est vrai que ça faisait longtemps. Tu vois, autant The Pit, je m'en souviens plus. Bah, The Pit, c'est une grande zone industrielle avec en quête secondaire de récupérer des morceaux d'acier qui sont dispersés. C'est un collectif, il y en a 100 je crois, sur la map à trouver, que tu peux échanger contre des armes parce qu'en fait les gens ils troquent, parce que c'est vraiment des esclaves. Et je crois que le but de DLC c'est de trouver un remède contre le virus Skag qui transforme les gens en espèces de créatures dégueulasses. Je crois que c'est l'air, c'est l'acier vient dans l'air, ça leur monte au cerveau, je sais pas quoi. Et il y a une histoire d'un bébé, un moment que tu peux avoir dans ton inventaire, et ce bébé il a du sang pur, je crois, et il a passé. Je suis même pas sûr, et franchement, je suis même pas sûr de l'avoir fait The Pit en fait. Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que dans The Pit, il y a une arme blanche qui est une scie circulaire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. On peut utiliser une espèce de bâton relié à une scie circulaire et on peut découper en morceaux les gens, et c'est très stylé. Mais là, ouais, pour le coup, je peux pas trop raconter de la merde pour The Pit, ni pour Point Lookout. Juste voilà, c'est des extensions assez marquantes. Si je devais faire un classement des extensions, du dernier du pire au meilleur, Opération Encourage, il est en dernier. Vraiment, il ajoute rien. Ouais. Mothership Zeta, il est nul à chier, mais il rajoute au moins des armes. Ah, moi, il m'avait bien fait marrer, donc tu vois. Ouais, il te fait marrer, il te fait taper des barres. Mais si on va dire qu'en termes de qualité, je trouve pas ça fou. Broken Steel, je le mets en 3ème parce qu'il est très bourrin et il continue l'histoire principale, mais il a pas tellement d'intérêt. Puis il va cancel des fins du jeu, donc c'est un peu discutable. C'est pour ça que j'ai préféré New Vegas, parce que New Vegas, c'est DLC, t'es obligé de les plier avant de finir le jeu. Ça va pas influer à la fin du jeu. C'est ça. En 2ème, The Pit, parce qu'il rajoute quand même des armes, il a une ambiance industrielle assez sale, assez crasseuse. Et on peut avoir un bébé dans son inventaire. Me demandez pas pourquoi, je me rappelle qu'on a un bébé dans son inventaire. Est-ce que c'était pas les premières ébauches de Death Stranding? Je ne sais pas, en tout cas voilà. Et en premier, vraiment, Point Lookout. À la limite, j'ai envie de vous dire, j'ai pas grand chose à vous en dire, mais c'est limite bien parce que si vous avez fait Fallout 3 et que vous avez suivi ce podcast et que vous n'avez jamais fait les extensions, bah vous le découvrirez par vous-même. Juste vraiment, Point Lookout, il est incroyable. Il est incroyable, il a une nouvelle ambiance, nouveau PNJ, nouvelles armes, nouveau monde en fait. Je me rappelle juste une quête secondaire en Point Lookout. Dans un hôtel, on trouve des codes de lancement et on peut faire exploser un sous-marin. Voilà. Ça ne sert à rien, on peut le faire. Voilà. Mais c'est... Mais moi, tu vois, si je devais faire un classement, tout en bas, je mettrais Opération Courage. Ouais, bah ça, on est c'est d'accord. clairement, voilà. Ensuite, je mettrais le DLC qui complète la fin là. Broken Steel. Broken Steel. Ensuite, je mettrais Mothership Zeta. Ouais. Et ensuite, je mettrais Point Lookout. Et je mets pas The Pit dans le classement parce que The Pit, là, je dois te dire, je n'ai aucun souvenir. Même pas une bribe. Je n'ai aucun souvenir. Je suis même pas sûr que je l'ai fait.
Bon, écoutez, pour notre défense, parce que c'est vrai qu'on a été plus exhaustif sur les 2 premiers, pour notre défense, quand on s'est refait le 1 et le 2, c'était une histoire de 15 heures, 30 heures max. Fallout 3, j'en étais à 40 heures et j'avais pas fait la moitié, donc comprenez-moi, j'ai eu la flemme de le refaire. Mais Attends, parce que moi j'ai fait Fallout New Vegas. J'y ai passé. Ah putain, il me dit. C'est quoi cette connerie? Il me dit pas les heures que j'ai passé dessus. moi, New Vegas avec les extensions, sachant que je l'avais fait sur PS3 sans les extensions, mais quand je l'avais refait sur PC en stream avec les extensions, j'avais fait 100 heures tout pile. Donc c'est quand même du contenu. Je crois que Fallout 3 en soi, il y a 40-50 heures si tu fais juste le jeu de base avec les quêtes secondaires. Putain, Et avec les extensions, ça augmente de 30 heures. Quoi, Ouais, bah moi j'arrive pas à voir le nombre d'heures parce que moi j'ai fait Fallout New Vegas justement récemment avec tous les DLC, quasiment toutes les quêtes secondaires. Ouais, mais c'est long, hein, c'est 100 heures. Hein. Oh, c'est aux alentours de 100 heures, hein, ça va être 80 ouais, hein. je pense que je dois être pas loin de ça. Ouais. Bon, bah on va conclure, je suis assez content, on a réussi à parler beaucoup et à dire à peu près tout ce qu'on pensait. Est-ce qu'on ferait pas un bilan de notre avis du jeu dans son ensemble? On peut mettre les DLC, les prendre dedans, mais dire ce qu'on en a pensé chacun. Je te laisse commencer, puis moi je dirai après ce que j'en ai pensé, puis on conclura. Bah, moi, ça va être un peu spécial parce que pour moi, ça reste un de mes Fallout favoris. Jusqu'au jour où justement j'ai fait l'intégralité de New Vegas. Sur ma recommandation. Voilà, sur ta recommandation. Et du coup, je continue de garder un très bon souvenir de Fallout 3. Mais par rapport à un New Vegas, il y a une sensation de trop peu, c'est-à-dire les ennemis trop peu diversifiés. Voilà, là je te rejoins totalement. C'est-à-dire qu'il y a un moment du jeu, dans l'histoire principale, t'as l'impression de rencontrer que des super mutants qui sont de plus en plus forts, Voilà. que des raiders ou que des ghouls. Et même en bestiole sauvage, bah, qu'est-ce que tu rencontres? Il y a des Yaogwai. Ouais, Yaogwai, putain, t'en rencontres 2. Ouais. Tu rencontres des rats de scorpions géants. Des rats de fourmis. temps en temps, des albinos. Oui. Les fourmis. Des rats de scorpions albinos? Ouais. Il n'y en a pas dans le 3. Ils sont tous de la même couleur. Là encore une fois, c'est un ajout de Vegas. Non, je te confirme que t'as bien des albinos dans le 3. Ah ouais. Ils sont très rares, mais D'accord. t'en rencontres. Et ils ajoutent quoi? Ils sont juste rares? Ils sont juste plus forts. D'accord. Voilà. Parce que pour le coup, dans New Vegas, des scorpions, il y en a de toutes les tailles. Il y en a des différentes variétés. Rien que les bestioles, en fait, il y a plusieurs versions, quoi. Mais non, mais... Puis c'est très bourrin, quoi. C'est très bourrin. Ouais, Fallout 3 reste très bourrin. Même au niveau du feeling des armes, tu sens que quand tu y joues vraiment en mode FPS, il y a un truc qui va pas. T'as pas la mire, t'as pas le recul des armes. T'as l'impression de tirer avec des nerfs. C'est ça. Et c'est là que c'est surtout moi là où j'ai pris mon pied, c'est en y jouant en mode full VSV. C'est-à-dire que je ne m'autorisais à tirer que quand j'avais les points d'action. Ouais. Voilà. Oui, bah tu jouais à l'ancienne, quoi. Mais après, c'était pas les points d'action comme dans l'ancienne, parce que dans les points d'action à l'ancienne, il y avait les déplacements qui comptaient. Là, les points d'action, ça va juste influer la visée précise du mode VATS avec tes armes. Avec tes tirs, etc. Il y a moyen de faire un build là-dessus. Au début, tu vas galérer pas mal et tu vas mettre pas mal de balles au chou, mais au bout d'un certain temps, tu vas mettre toutes tes balles au but, tu vas faire des critiques complètement sales. Enfin bref. Mais bon, pour en revenir donc à Fallout 3, j'en garde de très bons souvenirs. Jusqu'à... Il n'y a pas si longtemps que ça restait mon Fallout préféré, même par rapport au 4. Mais voilà, le meilleur, on va en parler dans pas très longtemps, je pense. Alors, dans pas très longtemps, là, je vais le refaire, par contre. Contrairement... Non, mais alors, je vais pas estimer. Par contre, je sais que... Bon, là, en ce moment, je suis sur les Devil May Cry. J'ai découvert un jeu qui s'appelle Street of Rogue, où je passe mes soirées entières avec mes potes dessus. Donc, pour l'instant, je vais pas garantir faire de promesses. Cependant, il faut aussi que je fasse Mass Effect 2 entre-temps. Mais cependant... Mass Effect 2 est pathologique. Bref, fin de la parenthèse. Cependant, je sais que Fallout New Vegas, là, je vais le refaire intégralement pour l'extension et pour le podcast, parce que contrairement au 3, je ne vais pas me lasser, parce que c'est un jeu
que j'ai retourné en long, en large, en travers. J'ai écouté des essais de vidéos qui durent 3 heures, d'anecdotes et de machins comme ça. En fait, voilà, je suis extrêmement fan de Fallout New Vegas, de l'ambiance western de Fallout New Vegas. Je suis très fan du studio derrière le jeu, à qui on doit quand même les jeux South Park, excusez-moi du peu, et surtout à qui on doit la suite spirituelle qui était Outer Worlds, The Outer Worlds. Outer World. Ouais. Yeah, Pas voilà. confondre avec Outer Wilds. Voilà, Outer rien Wilds à c'est voir. aussi un grand jeu, mais Il n'y a rien à voir. Voilà. Voilà. Et voilà, c'est un jeu que j'adore et je le ferai, j'annonce, je le ferai en RP. À chaque fois, j'essaie d'imaginer le caractère de mon personnage et de jouer dans ce caractère-là. Je veux le faire. Pour ceux qui ont regardé Breaking Bad, mon personnage ce sera Mike. Physiquement, ce sera Mike et dans la logique, ce sera Mike. Monsieur House va lui demander le jeton. Il fera tout ce qu'il faudra pour remplir son rôle de rendre le jeton à Monsieur House et ce sera le bras droit de Monsieur House. Monsieur House étant Gustavo Fring. C'est-à-dire que je vais vraiment faire tout dans les intérêts de Monsieur House. Et pour ce qui est quête secondaire, le premier mec à me donner la quête, sauf si ça va aux encontres des intérêts de Monsieur House évidemment, j'accomplirai la quête en suivant ce que le premier mec m'a dit. Donc toi tu vas faire le mercenaire bien droit. C'est-à-dire que le premier, voilà, c'est Mike Ehrmantraut, voilà, de Fallout, pas de Fallout, de Breaking Bad. C'est-à-dire que c'est un personnage, c'est un mec. On lui pose une question à un moment dans Better Call Saul, qui est le spin-off. On lui dit, mais attends, t'avais 100 000 euros dans les mains, enfin 100 000 dollars dans les mains, tu les as pas volés. Pourquoi? Et là il répond, il dit, bah j'avais un travail, je l'ai fait. Voilà, globalement c'est ça que je veux faire. Je veux partir là-dessus sur ce personnage. C'est vraiment pas du tout ce que j'ai fait moi. Donc du coup c'est bien, on aura deux avis différents au niveau de l'histoire, ça peut être pas mal. Ah mais moi j'ai joué un peu tout, hein. J'ai fait les gentils, j'ai fait les méchants, j'ai fait les neutres, j'ai fait un personnage qui faisait ce qui lui semblait juste mais qui se mêlait pas des affaires des autres, tu vois. Genre si on venait lui chercher des noises, voilà, mais sinon il s'occupait pas des affaires des autres, c'est-à-dire qu'il calculait pas les quêtes secondaires quoi, globalement. Là ouais, je veux faire vraiment un personnage full bras droit de Monsieur House parce que j'ai jamais fait cette fin. Et un de ces quatre, faudra qu'on se fasse tous les deux aussi en coop Fallout 76. Ouais, un de ces quatre, faudra qu'on essaie, mais là on parle peut-être d'un truc qui va se passer dans un an, mais en tout cas voilà. Oui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On a fait un petit... on était d'accord sur la conclusion avec Lios, donc au final, j'ai pas eu à faire la mienne. Podcast qui fait à peu près 2 heures. On n'a pas fait aussi long que Fallout 2, mais je me suis rendu compte que sur Fallout 2, on était vraiment dans l'abus. On a parlé beaucoup. À la limite, Fallout 3 aurait dû être plus long que Fallout 2 dans la façon dont on en parle, mais c'est vrai que comme on n'a pas refait les extensions depuis longtemps et que bon, il y a eu un peu la flemme aussi, on va pas se le cacher, on n'a pas tenu. Mais je pense qu'on aurait pu au moins faire 3 heures en parlant juste 1 heure avec les extensions, mais écoutez, au moins on a parlé de ce qu'était le jeu, on a parlé avec passion, je pense que c'est le principal. Je sais que les gens qui écoutent ça, c'est parce qu'ils aiment bien écouter ça en fond et se mettre vraiment dans l'univers. Voilà, sachez que Fallout 3, c'est un bon jeu, c'est même, certains diront un excellent jeu, mais c'est vrai que par rapport à ce qui va arriver et par rapport à ce qui est déjà sorti avec Fallout 1, on n'est pas sur le même level selon moi, et voilà, et j'espère que ce podcast sur Fallout New Vegas qui va arriver, là, il risque d'être très long. Et là, je nous autoriserai à parler 4 heures, soyons fous. Bah vas-y, avec joie. En tout cas, voilà, c'était Imberbe, Helios, sur podcast rétrospective Fallout, partie 3 sur 5. J'espère que ça vous a plu, et on se retrouve plus ou moins vite pour la 4ème partie. Comme quoi, on n'avait pas oublié. Hein, parce que moi je finis jamais les trucs sur ma chaîne, bah là pour une fois, je vous prouve qu'on continue. Un mot pour la fin, Lios? Ave César. D'accord.